Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, le thème, ça va être l'organisation de tournois. Alors quand on dit tournoi, en fait, ça va être événement de façon générique. Et j'ai avec moi deux personnes qui ont l'habitude d'organiser des tournois. Donc j'ai Vlad et Toto. Je vous laisse vous présenter si vous voulez, les gars. Toto, à toi l'honneur. Salut Vlad, salut Journée, salut tout le monde. Écoute, moi c'est Toto, je joue à Star Wars Legion depuis que c'est sorti là, 2018. J'organise des tournois depuis que je joue à Star Wars Legion, si tu veux, là depuis un peu avant 2020, quoi. Voilà. Puis j'ai fait 2-3 tournois, quoi. Ouais, et du coup, moi, Vlad, je joue à Légion depuis au moins 10 parties, depuis 3 mois. Mais par contre, la figurine, c'est depuis mes 11 ans et je vais sur mes 34 là. Et j'organise depuis que j'en ai 15 ou 16 des événements de différents types sur les différents jeux de figurines, ou jeux de pas de figurines d'ailleurs, plateau ou autre, que j'ai eu l'occasion de faire. Wally walou. Ok, donc alors moi de mon côté, j'organisais des tournois aussi, c'était plutôt dans ma période Warhammer Battle. C'est très mal, c'est très très loin. Je connais pas. Et pour War Machine aussi. Et donc, on va essayer de vous partager un petit peu nos expériences et voir un petit peu ce qu'il faut faire pour essayer de mettre en place un tournoi, les différentes choses auxquelles il faut penser. Donc, la première chose, c'est déjà essayer de définir votre tournoi. Qu'est-ce que vous voulez faire comme tournoi? Donc, on peut avoir différentes choses. Donc, déjà, vous allez avoir le thème que vous voulez donner à votre tournoi, enfin à votre événement. Donc ça peut être soit un tournoi classique, donc les joueurs se rencontrent au cours de différentes rondes et on essaye de voir qui est le meilleur et on donne un classement. Ça peut être une simple rencontre de joueurs, ça peut être un événement narratif qui peut combiner rencontre de joueurs ou tournoi. Euh, voilà, je sais pas si vous pensez à d'autres choses qui peuvent être mises en place. Il y a un truc qui est vachement important déjà, c'est de pas avoir peur d'organiser un tournoi parce que c'est juste trop cool. C'est des sensations qui sont ultra différentes de jouer les parties. Et, euh, et c'est un truc qu'il faut découvrir, je pense, en tant que joueur, aller organiser un événement. En effet, comme tu dis, que ce soit du narratif, du casu, du tournoi ou du super compétitif, à mon avis, il faut s'y lancer au moins un moment juste pour voir. Et en fait, c'est trop cool, quoi. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est ça, c'est un peu le point d'entrée, hein. On parle de tournoi et on va continuer à parler de tournoi tout le long de l'épisode là, mais c'est vraiment le côté événementiel en fait. C'est se retrouver et jouer ensemble au jeu. Alors effectivement, il y a souvent des thèmes sur les différents événements, mais ça commence par être chez soi avec un pote et jouer. En fait, c'est déjà un événement. Il y a que 2 joueurs, d'accord, mais ça reste quand même déjà un événement. Et ce que nous on va appeler les tournois là, c'est souvent quand il y a 4, 8, 16, 128 joueurs ou plus. Et ben voilà, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on va parler là. Et, euh, et ouais, le début, c'est d'abord effectivement de voir un petit peu pour l'organisateur et puis pour les participants, va être la nature de l'événement finalement. Ouais, puis là Pour rebondir. on va aborder plein de sujets vachement différents et je pense qu'on peut un peu voir. Enfin, je pense que tu es d'accord avec ça, Journeyman, mais c'est quasiment un guide hein, pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'orga de tournoi. On va vraiment repartir de toutes les bases et puis après donner plein de tips dans tous les sens pour vous organiser un super événement. Si possible dans Star Wars Legion, mais dans n'importe quel jeu et puis même au-delà du jeu de figurines, quoi. C'est ça, et pour rebondir un petit peu, quand on parle de tournoi, en fait, si vous êtes dans un club, ça peut être juste organiser une soirée avec des parties liées Absolument. entre elles dans votre club. Ça rentre dans le côté tournoi. Donc il faut pas imaginer le gros événement style CF ou même tournoi à 32 joueurs au début. À partir du moment où vous rassemblez des joueurs entre eux, en fait, où vous organisez des parties, ce dont on va parler peut vous être utile. Et je pense que ce qu'il faut noter aussi, c'est ce qui fait vivre le jeu en fait. Rencontrer les joueurs, créer des relations entre les gens, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est une partie vraiment sympa du jeu. C'est ça. On a la chance d'avoir une super communauté en plus sur le jeu. Et rassembler les gens comme ça, c'est le meilleur moyen de les rencontrer, faire connaissance, tisser des liens et puis avoir de nouveaux copains avec qui jouer, quoi. Je pense que tu as dit un truc qui est ultra important, c'est participer à la vie du jeu.
C'est vraiment fondamental quand tu organises un événement. Encore une fois, quel qu'il soit, tu permets de développer le jeu. Si c'est un jeu que t'aimes, bah en fait, tu fais toi partie en tant qu'orga d'événement du fait que le jeu marche bien en France, quoi. Et c'est un rôle qui est vachement important et qui est pas assez vu comme ça en fait. C'est vraiment jouer aux jeux de figurines, c'est bien, mais si tu peux en plus participer activement au déroulé du jeu en lui-même et la structuration de la commu, c'est juste trop bien, quoi. Donc n'hésitez pas à foncer là-dedans, c'est des superbes expériences. Ouais, il y a presque un côté bénévolat finalement derrière ça, quoi. Ah ouais, bah c'est lié à l'associatif hein, quelque part. Mm. Donc ouais, c'est que des belles choses, quoi. Et t'as un petit côté boule de neige aussi, où bah, tu vas créer un événement, tu vas faire venir des joueurs et tu peux créer en fait l'envie pour d'autres personnes de créer quelque chose, qui fait que tu te retrouves pas toujours dans le rôle d'orga et que ben, toi, en organisant un tournoi, tu peux faire en sorte qu'il y a d'autres tournois qui s'organisent autour de chez toi et qui te permettront de rencontrer plus de joueurs et se faire plus de parties au fur et à mesure du temps en fait. Carrément, On c'est du voit ça bonheur. comme un cercle vertueux là-dessus quoi. Ouais, c'est du bonheur qui se partage, qui est communicatif. Et ouais, Et ouais, donc pour revenir un... Ouais, vas-y. comme tu disais, ouais, on en parlait, il y a différents types d'événements du coup qu'on peut faire, hein. Il y a le tournoi dans le sens compétition, le tournoi d'échecs, le tournoi de foot, le tournoi de Star Wars Légion, quoi, où effectivement on va tous essayer de se battre avec un classement à la fin pour essayer de voir qui est le meilleur. Mais et je sais que beaucoup de gens sont effrayés dans la communauté et pas que dans la nôtre par le mot tournoi parce qu'il y a cet aspect compétition derrière, quoi. Mais il y a vraiment pas que ça. On peut aller à un événement compétitif sans avoir envie de gagner, ça c'est une première chose, mais il y a aussi pas que ce type-là d'événements qu'on peut trouver dans la nature. Tu parlais des rencontres dans les assos, mais les événements narratifs, il y a dû y en avoir dans le passé. Nous, on va probablement en faire un dans les mois qui viennent sur Nantes. Ça existe, il faut se regarder un petit peu parce que c'est souvent les mêmes gens qui vont organiser tous ces événements-là. Et c'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'il y a dans le panel d'options, quoi, sur les événements qui sont autour de vous. Si on fait un focus sur les événements narratifs, ouais, on va appeler ça comme ça, narratif, quoi. On a en plus la chance d'avoir un éditeur qui nous fournit entre 1 et 2 kits par an avec des scénarios complètement narratifs qui ont pas vraiment d'intérêt en termes de stratégie, enfin pas de stratégie, mais en termes de compétitif, ça vaut pas grand chose. Par contre, en termes d'immersion et de gameplay, c'est vraiment trop cool. Je pense notamment au scénario où il y a la Dianoga, vous savez, l'espèce de bête qui chope Luke dans la benne à ordures de l'étoile de la mort. Ouais, le pack ressources industrielles. Ouais, celui-là, et ben c'est un scénario qui est vachement cool à jouer et où on s'éclate bien dessus. Et là, il y en a un autre qui arrive là pour novembre, je crois, octobre-novembre, qui s'appelle la course de Palou. Et c'est pareil, c'est un Ewok sur un speeder qui se barre. Enfin, c'est trop marrant, quoi. Pour rentrer un peu dans le détail de ces événements-là, parce que moi j'ai pas forcément encore trop regardé ce qu'il y avait dans ces packages, ça le permet du coup à un groupe de joueurs, c'est quoi, c'est 8-16, c'est de Ouais, participer à un événement sur un scénario commun, c'est ça? c'est ça. C'est une boîte dans laquelle tu vas avoir le règlement, si tu veux, de la mission spéciale. Tu vas avoir des jetons, des petits pions dont tu vas te servir pour faire le scénario. Ça peut être des réglettes aussi. Il y en a certains avec des réglettes spéciales. T'en as avec des jetons, que ça soit le monstre ou un Ewok sur une speedbike. Et puis ça donne les règles sur combien de figurines tu joues, enfin combien de points, est-ce que c'est symétrique, est-ce que c'est asymétrique, parce il y a des scénarios où c'est complètement asymétrique. Et la taille de la table sur laquelle tu joues, quoi. Ok, d'accord, et ça s'achète au magasin, ça se commande à la boutique locale. Ouais, ouais, Ok, complètement. C'est forcément par ta boutique locale, par contre. C'est pas quelque chose que tu peux acheter en rayon. d'accord. C'est ta boutique qui doit commander ça à Asmodée, et puis ça s'inscrit dans le jeu organisé Star Wars Légion, si tu veux. Et moi, Excellent. je publie assez régulièrement sur le Discord et sur mon blog là les différents kits qui sortent avec qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, etc. quoi. Et bah même si on n'a pas réussi à choper un kit, il y a grave moyen de prendre une photo, l'imprimer et puis le filer à ses joueurs, quoi. Excellent, clé en main. Il Mm. n'y a plus qu'à fournir les tables de jeu, un peu d'espace Ouais, et complètement. inviter les copains. Bon, super, Sachant, merci ouais. pour ce podcast, à bientôt. Sachant qu'en plus, tu as des petits goodies. Si on prend le pack ebook, Ouais. de mémoire, il va y avoir 3 cartes de commandement avec des images d'ebook dessus qui vont être fournies à tous les participants de l'événement en fait. Ouais, et en plus t'as plein de goodies, ouais, tout à fait. L'aspect collector, c'est sympa, ouais. Ouais, Voilà. bah c'est trop bien, c'est trop bien. L'année dernière, il y avait eu un kit avec une carte de Dark Maul alternative, une carte de Poussée de la Force alternative.
C'est pas des cartes qu'il y a par centaines qui sont distribuées, quoi. C'est quand même, il y a un peu de rareté derrière, donc c'est cool, c'est cool de participer à un événement et de choper ces cartes. Après, on peut se la péter, quoi. Carrément. Et, Et du coup, et ces petits pour packs là, c'est quoi? C'est une partie dedans? Ou c'est genre t'as de quoi jouer un sur 5 parties scénario d'affilée? dedans. Ouais, Un t'as un T'as un scénario. 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 Ouais. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment le temps Sach- d'une partie, quoi. Mais tu peux en faire 3 aussi, hein. Il y a... Tu fais comme tu veux ton événement. Là, c'est Ok, un scénario et puis après tu tournes au hasard en fonction des victoires. Enfin, là, t'es complètement libre de faire ce que tu veux. excellent. Sachant qu'en plus, tu vois, si tu pars sur un événement vraiment narratif, tu peux créer une suite de scénarios, en fait. Tu peux avoir un scénar central et à partir de ce scénar-là, faire un scénar avant ou après, tu vois, Ouais, tu peux qui vont compléter se avec un peu combiner. d'invention. Ouais. Mm. Complètement. Tu Là, vois, il y a, ouais. excuse-moi, des kits. Là, il y en a 2 pour 2023. T'as le kit avec Grogu là, The Asset. Et puis t'as le kit avec l'Ewok qui arrive en novembre. Et il y a grave moyen de faire une journée où tu vas faire 2 parties et tu fais des parties tranquilles, quoi, de 3 heures, peut-être 3h30 où tu te prends vraiment pas la tête, quoi. Et, bah, tu fais tes 2 scénars dans la journée et puis t'es trop content et tous les joueurs ils repartent avec leurs cartes exclues et puis tout le matos pour pouvoir refaire les parties à la maison avec les gosses, avec les amis, un peu comme tu veux, quoi. C'est trop bien. Sachant qu'il y a un truc sympa que j'ai vu au moins dans le dernier kit de tournoi qui existe, parce qu'il y a les kits pour les événements narratifs, et il y a aussi des kits pour les tournois plus classiques. Et j'ai vu qu'Asmodée enfin OMG avait intégré des cartes spéciales pour les organisateurs de tournois Ouais. au sein du kit. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait être un peu frustrant, c'est que bah, on avait des cartes et des goodies à donner aux joueurs qui participaient, mais l'orga avait pas forcément quelque chose. Là, AMG a intégré des cartes pour les orgas, et ça, je trouve ça cool dans la démarche. Ouais. Et de mémoire, c'était pas le cas sur les sites FFG, sur les kits FFG. Je me souviens plus, mais je vais pas souvenir qu'il y avait. En fait, il y avait beaucoup plus de matos avant, ce qui faisait que leur gars, il avait quand même un petit truc. Hein. Mais il y avait pas de truc dédié, enfin de cartes ou de jetons dédiés à leur gars. Ouais. Et je trouve ça super cool parce que leur gars, il joue pas tout le temps et puis ça fait plaisir d'avoir un petit truc aussi pour soi, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là, on a parlé du coup des petits kits narratifs, mais AMG publie aussi du coup les kits de tournoi. Il y en a Ouais. donc 2, je crois. Parce que le Store Championship Ouais. Il y et en c'est quoi? C'est le World Qualifier, c'est ça? World Open Qualifier, ouais. Ouais. C'est ça. Qui sont disponibles avec les mêmes conditions en boutique et qui permettent là pour le coup d'organiser des événements plutôt orientés compétitifs, avec là aussi une chier de goodies par contre. Ouais, tout à fait. Ça s'inscrit dans un. Là, on parle vraiment de tournoi compétitif. Alors, tu peux y venir juste pour faire 3 parties, c'est ce que beaucoup de personnes font aussi. Hein. Tout à Euh, fait. et donc, ça s'inscrit dans un circuit là qui est géré par AMG, qui s'appelle l'Organized Play et qui permet notamment de donner des places pour les championnats du monde. Le Store Championship a une place pour le championnat du monde. Une entrée, c'est les tickets d'or hein, pour pouvoir participer à l'événement. Et puis le World Open Qualifier. Qui sera organisé pour la première fois en France là en parallèle du championnat de France et qui donnera lui 4 places pour les Worlds et notamment Asmodée France qui paye le billet d'avion et l'hébergement là-bas pour le champion du tournoi. C'est plutôt un beau cadeau. Donc là Plutôt pas mal. on est sur du tournoi un peu beaucoup plus cadré que le tournoi familial casu sans jugement hein, et narratif quoi. Donc alors Ouais, là, c'est un peu les deux extrêmes du spectre quoi là-dessus, clairement. Ouais. Et là-dessus, c'est trop cool clairement, qu'ils ouais. fassent les deux. Hein. C'est trop cool qu'ils fassent les deux. Tout à fait. Donc alors là, j'ai défini un petit peu qu'est-ce que je veux faire comme événement. Donc j'ai mon thème, je définis le nombre de joueurs que je veux avoir. Donc ça peut, comme on le disait, ça peut être de 4 joueurs pour une soirée entre potes à une trentaine ou même une centaine de joueurs pour le CF comme Arianis Toto. Je décide d'une durée. Est-ce que mon événement va durer un après-midi, une soirée, une journée ou un week-end? Donc une fois que j'ai défini tout ça, quelles va être pour vous les étapes à préparer en amont? Pour que tout soit prêt le jour J et que ça roule à peu près le jour J, quelles sont les différentes étapes qu'il faut voir? Tu veux attaquer? Comment on fait? Allez, je me lance. Le Allez. premier truc, c'est rassembler les petits éléments de matos primordiaux qui sont avoir un toit et avoir des tables avec lesquelles jouer. Donc une salle. Une salle, c'est souvent un peu compliqué. Alors la salle, ça peut être le garage si vous êtes 4. Si vous êtes 128 joueurs, c'est évidemment pas la même paire de manches. Je me permets Euh, une petite précision. Quand on parle de table, il y a deux éléments dans les tables. Il y a les tapis et les décors.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une table généralement. Mais il y a aussi ce qu'on met en dessous pour tenir les tapis et les décors. Ouais, une planche et 4 pieds. C'est pas facile à trouver des Voilà. fois. Que le novice s'appelle table aussi. Hein. Donc il faut des tables et des tables, mais c'est pas les mêmes tables. Et ouais, c'est pas forcément facile à se fournir non plus. Mais ouais, effectivement, le point de départ pour moi, c'est trouver une salle. À partir du moment où tu as un espace dans lequel jouer, tu peux organiser à peu près ce que tu veux quand tu veux, à condition que ton espace soit dispo, quoi. Et c'est souvent ce qui freine d'ailleurs les gens pour organiser plus d'événements, c'est que quand on fait partie d'une asso, il y a peut-être un local pour jouer. Le local, il est peut-être pas dispo pour autre chose que les soirées régulières. Et puis quand on n'est pas dans une association ou quand l'association a pas de créneau, faut prendre contact avec la mairie, avec ceci, avec cela pour réussir à trouver une salle et c'est pas forcément facile. Il y a peut-être des tips là-dessus. Toto, je sais pas si toi t'as des choses à rajouter. Moi j'ai des tips de ouf. C'est ton point de départ aussi pour organiser quelque chose? Non mais carrément, je te rejoins complètement. On se fait une première idée de ce qu'on a envie de faire et on cherche un toit pour pouvoir le réaliser. Plus l'événement est gros, plus ça va être dur. Le point de départ, ça va être clairement rapprochez-vous, si vous ne l'êtes pas déjà, des associations de votre ville. Parce que si vous voulez louer une table auprès de votre mairie et que vous n'êtes pas en mode associatif, la mairie va vous faire payer plein pot la salle. Alors que si vous êtes dans une asso, et en fonction du nombre d'adhérents que vous avez, du nombre de projets que vous faites, ça c'est toute la vie des relations entre l'asso et la ville, vous allez avoir des discounts assez intéressants sur les salles, voire la gratuité des salles. Tout à fait. Ouais, c'est un truc qu'il faut pas hésiter. Je sais que nous, par exemple, sur Nantes, on a monté une asso plus ou moins fictive à Mauves-sur-Loire, enfin une commune à côté, parce qu'on a quelqu'un qui habite là-bas. Et en fait, le fait d'avoir une association à Mauves nous offre l'accès à une salle gratuitement une fois par an, en fait. Donc, Ouais. créer une asso vous permet d'avoir accès à des salles. C'est ça. Ouais, et puis vous participez à la vie de la ville aussi, et c'est cool. Le deuxième truc important, c'est si vous n'avez pas d'asso, vous cherchez une salle, et ou alors que dans votre asso, la ville n'a pas accès à une salle de la bonne taille. Moi je vois pour le CEF, la ville où j'habitais avant, je pouvais mettre 30 joueurs, donc pour un CEF c'était compliqué quoi. Et donc j'ai cherché des assos ou des organismes avec qui je pouvais travailler. Et en fait, le front de l'événement était organisé était porté par l'asso avec qui je collaborais. Mais derrière, j'organisais tout, si tu veux. Enfin, tout en partenariat avec l'asso, bien sûr. Mais si tu veux, l'événement, moi, je le portais derrière et je réalisais l'événement. Mais par contre, c'était l'asso avec qui je travaillais qui me faisait bénéficier des salles qu'ils pouvaient avoir dans les villes, quoi. Et c'est vachement intéressant parce que toi, tu peux organiser ton événement, t'es content. Et puis l'asso, elle a un super événement qu'elle peut ajouter à sa liste d'événements qu'elle organise à l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que, alors, les règles sont un peu différentes pour chaque commune dans le pays. Donc, il faut vraiment se rapprocher de sa commune pour essayer de se rencarder un petit peu. Mais en général, il y a des vrais avantages à avoir une association qui est domiciliée dans la commune dans laquelle on veut réaliser l'événement. Donc, il y a tout un tas de conditions. Elles varient selon les régions, selon les communes. Mais en gros, c'est ça le trick, quoi. Il faut réussir à se rapprocher de la mairie avec une association pour se faire épauler. Et à partir de là, on peut décrocher jusqu'à la gratuité des salles pour organiser des choses, quoi. Et gratuité du matériel parfois aussi, du coup. Sachant que dans les conditions, ça reste gérable. Je vois, par exemple, une des conditions qu'on a nous, c'est que l'événement soit ouvert à tout le monde. Bah, ça tombe bien, on a un jeu passion, on a envie de le faire découvrir. Donc, tant mieux s'il y a des visiteurs qui viennent et qui éventuellement pourront jouer plus tard. Maintenant. La personne qu'il faut toper à la mairie, en général, il y a un élu qui est dédié aux associations. Et vous pouvez trouver son mail ou son numéro de téléphone, soit en appelant directement à la mairie, soit en regardant sur le site internet, suivant le degré de numérisation de la ville où vous êtes. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes-là, et en général, elles sont vachement contentes d'avoir des événements dans la ville, quoi. Ouais, tout à fait, les gens sont heureux en général. Et en plus, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut vous donner une com aussi au niveau de la commune, qui va vous permettre d'afficher votre événement et de l'annoncer un petit peu en avance gratuitement. Ouais, tout à fait. Il y a des services d'impression, notamment d'affiches, dans certaines mairies. Moi, je vois pour le CF, j'ai accès aux panneaux lumineux JC Déco là, de Rambouillet. Excellent. Et donc, dans toute la ville, là où il y a des panneaux lumineux là, numériques, il y a l'affiche du CF qui va tourner 3 semaines avant l'événement là, pour
pour que les habitants soient au courant qu'il y a un événement et qu'ils puissent se pointer et voir ce que ça donne, quoi. Il y a plein de trucs comme ça, en fait. Vous avez tout à gagner à vous rapprocher de votre mairie, hein. Sachant qu'il y a une autre solution, alors celle-là qui est un peu plus premium, c'est louer un gîte. Je sais que Vlad notamment, t'as réfléchi à ça. Je sais pas si Ouais, je tu suis veux un nous grand en fan de parler un cette petit peu. solution-là. Ouais, je vais faire vite dessus, mais effectivement, là, on parle, c'est l'événement classique finalement, c'est où on réserve un espace, on met des tables dedans, on joue. Le soir, on s'en va, quoi. Même si c'est sur plusieurs jours, on revient le lendemain matin et on joue. Il y a une autre solution qui est un peu plus all-inclusive finalement, c'est carrément louer un gîte avec typiquement un espace qui va servir pour faire des réceptions, des mariages, des choses comme ça. Et on va réussir à rassembler 16 ou 32 joueurs dans un espace avec des tables et où du coup, du logement à la bouffe, en passant par le jeu, il y a tout. Et donc, pour la durée d'un week-end, on va réussir à rassembler les joueurs autour de ça. C'est une formule que moi j'essaye depuis longtemps de la mettre en œuvre autour de Star Wars. On galère un peu dans la région pour trouver ce genre de choses, malheureusement, mais c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Il suffit d'avoir en fait le bon plan gîte et à partir de là, tout déroule. C'est une super idée. Nous, on a un plan pareil à Rambouillet, là, avec le camping de Rambouillet. Sur le principe, ils sont OK pour qu'on privatise la salle avec la piscine et enfin bref, il y a 2-3 délires là qu'on a en tête. C'est ça. Pour, Ouais, pour, tout ça pour dire qu'il y a, ouais, tout ça pour dire qu'il y a une très grande variété en fait de possibilités. Enfin, laissez parler votre imagination et je pense qu'un des premiers interlocuteurs en fait, c'est les associations du coin et la mairie du coin. Et je pense que si vous démarchez de ce côté-là, vous avez de bonnes chances de pouvoir trouver une salle. Ouais, et à partir de là, step 2, on passe à la suite. Une fois qu'on a une salle, c'est là que ça démarre, quoi. C'est là que l'événement prend vie. Alors, c'est quoi le step 2 pour toi, Toto? Et tu sais combien de joueurs t'as, tu sais un peu le type d'événement que tu veux faire, tu as ton toit. Et quelque part, t'as fait le plus dur, mais pas vraiment, parce que tu vas rentrer dans les trucs un peu chiants, qui va être de la logistique, trouver les tables physiques. Ta planche était 3 ou 4 pieds. Ça c'est pareil, ça se voit avec la mairie. Dans les salles en général il y a du matos. Il faut que tu vérifies si il y a assez de tables et assez de matos par rapport au nombre de joueurs que tu veux faire. Il y a un truc qui est vachement important, c'est que, et là c'est pareil, c'est du tips, les tables de mairie en général, elles font entre 75 et 76 cm de large pour 1,80 m de long. C'est les tables pliantes là. Du coup ça te fait des énormes tables quand tu veux les mettre dans une salle. Et donc il faut que tu rates pas ton coup. Moi en général je me dis c'est 6 mètres carrés à peu près par table pour avoir l'espace entre les tables, etc. Donc prends bien le temps de regarder les tables qui sont à dispo, les mesurer si jamais c'est pas des tables qui font cette taille là. Mais très souvent c'est ces tables là qui font 76 sur 180. Donc tu vas avoir une largeur très large et une longueur où il va te manquer 2 ou 3 cm quoi. Ce qui est pas très grave. Mais bon, Faire bref, un plan de salle, c'est pas perdu dans ces cas-là, hein. On se rend pas compte, mais il faut souvent, sur Légion en particulier, avec le fait qu'on ait parfois des déploiements qui se passent sur la longueur de table, sur la largeur de table, où on aime bien du coup se bouger autour de la table. C'est vrai que ça peut demander très vite beaucoup d'espace. Ah ouais. Ouais, je rebondis là-dessus, il faut vraiment faire attention. Enfin, je pense que le plan de salle, c'est vraiment très intéressant parce qu'au maximum, je pense qu'au maximum pour le confort des joueurs, c'est 3 tables côte à côte et les, entre les tables pour pouvoir se balader tranquillement. Il faut penser à d'autres choses aussi, c'est est-ce qu'on veut mettre un espace buvette? Donc si on met un espace buvette ou repos, où est-ce qu'on le place? Enfin voilà, il y a plein de petites choses à voir suivant ce que vous voulez faire sur votre événement et je pense que faire un plan peut être pas mal et vous pouvez vous rendre compte que vous aviez prévu de faire venir, je sais pas, 30 personnes par exemple, et une fois que le plan est fait, vous dites 24, ce serait peut-être plus confort. Ouais, tout à fait. Faut l'anticiper le plus tôt possible. Et en général, c'est une fois que tu as ta salle et ton matos, tu commences à réfléchir sérieusement à ces aspects-là. Ouais. L'aspect logistique de, ok, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on a? Sur la partie table en elle-même, une fois qu'en effet tu as tes tables, il faut repasser à la deuxième partie qui est tapis décor. Moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de regarder ce que vous avez à dispo, et ça va vous donner le delta de ce qui vous manque. Et n'hésitez pas à solliciter les joueurs. Nous, on a mis ça en place très tôt dans Star Wars Legion, parce que le deal était simple. Nous, on est chaud pour organiser plein d'événements. Par contre, tapis décor, c'est hardcore. On peut pas avoir, à la maison, tu vois, tu peux pas avoir 50 tables, quoi.
C'est clair, Donc, c'est une vraie chance sur la communauté. Les joueurs aiment ouais, participer aux événements en rapportant leur propre matériel, qui est souvent de bonne qualité d'ailleurs, hein. oui. Et ça peut permettre d'organiser des événements en fait à moindre coût et à moindre effort pour les organisateurs, puisque du coup, en fournissant 2-3 tables, finalement, tu peux en avoir assez pour 16 joueurs, quoi. Ça. Et c'est vrai que Et c'est quelque chose que j'avais pas vu avant. Enfin, ou à Ah, c'est plus propre petite à Légion, échelle. vraiment, hein. Ah ouais. Mais ah à ben, Légion, ouais. Enfin, les gens, enfin, il y a aucun problème pour faire venir des tables, en fait. Et c'est super cool. bah nous on a posé le deal, enfin nous les orgas à l'époque, hein, mais on a posé le deal tout de suite en disant nous on est chaud pour faire plein d'événements, on va en faire plein, mais il faut que chacun ait un peu de matos quoi, même si t'as pas une table complète, tu viens avec quelques décors et puis tu dépannes. Moi c'est ce que j'adore dans cette commu, c'est que ça a bien réagi et ça a permis de faire des super événements. Enfin, tu vois quand j'ai organisé le tout premier CF en 2021 pardon. Eh bah putain, on avait calé ça à 64, ça veut dire 32 tables. Bah il y avait rien d'évident, tu vois. Ouais, il faut les sortir, hein. Il y avait rien d'évident. Donc Donc, voilà, alors, j'aime. Ouais. n'hésitez pas à faire appel à la commu, ils sont là, ils sont super bienveillants et en fait ils kiffent ramener leur table et voilà. Donc, j'ai ma salle, j'ai ma table, j'ai mes décors. Qu'est-ce que tu vois après toi, Vlad? Bah, à mon sens, là, on arrive où matériellement, on a quasiment tout. On a tout en fait pour pouvoir accueillir les joueurs. Il nous reste à communiquer un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur et faire part de ça à tout le monde. Il va y avoir pour moi 2 choses à ce niveau-là. C'est le règlement de l'événement, d'une part, où en fait on va venir décrire l'idée qu'on avait, le thème qu'on avait, la durée qu'on avait anticipée, le nombre de joueurs. Tout ça, on va l'écrire dans un forme d'un règlement qu'on va publier, qu'on va diffuser et qui va permettre du coup à chacun de voir si oui ou non les gens ont envie de participer à l'événement. Et tout ça, du coup, ça passe dans un second temps par la communication et la diffusion de cette info. Euh, à partir de là, tu peux commencer à tâter le terrain, voir si vraiment ton événement va avoir lieu ou pas, si tu arrives à avoir du répondant, des gens qui veulent venir, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut savoir où communiquer. Et c'est ça un vrai challenge en soi. Et où est-ce que tu communiques, toi, généralement? Alors, Qu'est-ce que tu utilises comme canaux? moi j'utilise 3 moyens. Le premier, c'est le Discord de la communauté française de Légion, sur laquelle il y a une communauté qui est globalement, majoritairement compétitrice, assez hardcore sur le jeu. Je vais également publier ça sur le Facebook de la communauté française, où on n'a pas forcément tout à fait les mêmes joueurs qui sont présents dessus. Dans les 2 cas, on vise beaucoup plus large souvent que l'événement qu'on va créer. Par exemple, moi, si j'organise un petit événement sur Nantes, je vise 16 ou 32 joueurs. Bon, bah évidemment, si je diffuse ça sur toute la communauté francophone, c'est beaucoup trop large. Mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de communiquer et de faire passer l'info. Et puis le troisième moyen, c'est de communiquer en local, avec les différents contacts que j'ai dans les assos du coin, avec les joueurs locaux. Je fais passer le mot et ça fait du bouche à oreille. Et bien souvent, c'est encore ce qui est le plus efficace. Mais seul, ça ne suffit pas. Il faut communiquer et mettre ça sur les réseaux pour qu'un maximum de gens soient au courant. Et forcément, quand tu as un événement qui est de plus en plus grand, je pense à toi, Toto, avec le CF, ça prend une autre ampleur, cette communication. Bah, c'est assez curieux, mais la réalité c'est que le CEF c'est devenu un événement qui est tellement ancré dans une année d'un joueur de Star Wars Legion que bah tu fais une com en disant que ça ouvre à telle heure et puis en 39 minutes t'as 180 paiements et tu comprends pas trop ce qui s'est passé quoi. Ouais. Mais Et ça t'es passé quand même par vidéo et compagnie pour passer ces messages-là, quoi. ouais bah en fait moi j'ai eu la chance de rencontrer Pierrot très tôt et bah on est devenus potes hein, en fait et bah, il me permettait de communiquer sur sa chaîne sur les événements et c'était la personne qui agglomérait le plus de joueurs de Star Wars Legion. Donc au niveau de la communication, c'était vachement plus facile pour moi si tu veux. Et oui. Et ça a aidé énormément. Et puis après, bah, il y en a d'autres hein, qui sont arrivés. Je pense notamment à Bloco Thunder aussi qui faisait beaucoup de vidéos à l'époque. Et donc ça permettait de communiquer pas que sur mes événements. On faisait des points sur tous les événements qu'il y avait en cours sur les 6 prochains mois et ça permettait aux orgas de tournoi de remplir leurs événements ou en tout cas de faire de la promo pour lancer l'événement quoi. Ça c'était chouette. Et maintenant il y a quand même beaucoup moins de monde sur le YouTube Game Star Wars Legion donc c'est un peu plus à la dure je pense. Là 2023 c'est plus dur pour l'orga de tournoi. C'est plus de réseaux sociaux et c'est je pense aussi plus de je vais aller chercher les personnes qui sont autour de chez moi quoi.
identifier bien les joueurs, les choper, dire bah voilà, telle date il y a un tournoi, ramène ton cul quoi. Ouais, carrément. Ouais. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est aller au tournoi des autres. Ouais. Oui. Aller au tournoi, enfin, aller dans d'autres tournois, rencontrer les gens. Et si vous les connaissez personnellement, en fait, même si on n'a fait qu'une partie avec ou discuté 15 minutes au tournoi vert, en fait, ça crée un lien et bah, ça peut inciter les gens à venir à votre tournoi aussi. Il y a des liens de réciprocité qui peuvent se créer comme ça. Ah bah, c'est super vrai ce que tu dis parce que en effet c'est compliqué de faire venir des gens de loin, notamment de loin, hein, si eux ils t'ont jamais vu venir à leur événement, tu vois. Oui. Il faut que toi tu te pointes chez eux, que bah t'apprennes à les rencontrer et puis bon t'as quand même 9 chances sur 10 de tomber sur quelqu'un qui est trop cool. Et t'as une espèce de service rendu qui se fait, qui apparaît et qui est trop bien pour les orgas d'événements, quoi, parce que t'as, ne serait-ce qu'une voiture qui part de Nantes pour aller à Paris ou l'inverse, bah ça te fait 4-5 personnes en plus et ben sur un événement à 16 ou à 30, c'est quand même une grosse différence, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, là, on parle d'apprendre à finalement à organiser un événement. Ça peut être un très bon moyen de se déplacer soi-même, aller voir un événement ou deux à l'extérieur pour choper toutes les bonnes idées et justement prendre Complètement. contact avec les gens pour apprendre et puis pour les rameuter la prochaine fois que c'est à notre tour d'organiser quelque chose. Très très vrai ce que tu dis, très très vrai. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à communiquer auprès d'organisateurs connus. Par exemple, je sais que Toto, moi j'avais organisé une toute petite rencontre de 8 joueurs il y a 1 an et demi, un truc comme ça, et j'avais contacté Toto pour avoir. J'arrivais sur Légion, je savais pas trop comment ça se passait. Je savais comment organiser des tournois pour d'autres jeux, mais j'ai contacté Toto, il a répondu tout de suite. Il m'a même proposé il avait des restes de cartes promotionnelles qui m'en envoyé quelques-unes pour distribuer aux joueurs. Enfin, il y a vraiment un système d'échange qui peut se mettre en place. Il faut vraiment ouverte et il faut pas hésiter à communiquer et à poser des questions aux personnes. Vous aurez des réponses sans problème. Il y a un salon dédié à ça sur le Discord, hein, qui s'appelle Initiative Légion et qui vous permet de poser plein de questions pour ceux qui veulent organiser des événements, quoi. Il y a un autre truc sur le Discord qui s'appelle Annonce Tournoi. Si vous postez dedans, et ben on vous crée un salon pour votre tournoi et qui vous permet de faire vos coms, etc. Donc le Discord là-dessus est assez bien organisé. Pour rebondir un petit peu sur ce côté communiquer avec les autres, généralement quand on organise un événement, c'est très compliqué de le faire tout seul, surtout pour le déroulé du jour J. Parce que c'est tout bête, hein, mais par exemple les joueurs vont arriver le matin, il va falloir les accueillir. Pendant ce temps, on va lancer le café. Il y a peut-être quelqu'un qui doit aller chercher les sandwichs le midi, ainsi de suite. Donc généralement, un tournoi, ça se prépare pas tout seul et on a besoin de personnes autour de nous. Est-ce que vous pouvez essayer d'en parler un petit peu plus selon vos expériences? Toto, toi par exemple, tu gères comment quand tu es orga de tournoi? Alors la première ressource, si on peut appeler ça comme ça, c'est les membres de l'asso, hein. T'es dans une asso, et bah t'as des joueurs qui vont, enfin des personnes qui vont venir pour te filer un coup de main en effet pour allumer la cafetière, et puis pour distribuer le café, distribuer enfin toute la bouffe, tout ça quoi. Après, il y a un truc qui se fait beaucoup aussi à Star Wars Légion, c'est qu'il y a les femmes et les enfants des joueurs qui viennent, parfois pour jouer, mais aussi parfois pour filer un coup de main. On fait Et travailler les enfants à Légion en fait. non, mais tu rigoles, mais moi j'ai en tête 2 ou 3 personnes qui viennent très souvent au tournoi avec leur +1 et elles sont trop efficaces quoi. Et les petits wok au charbon, allez hop. Et leurs enfants aussi des fois font des trucs. Enfin, je pense notamment à Lechay. Et ces enfants, ils ont un peu grandi. Enfin, moi, je les ai vu grandir à travers le jeu et ce qu'ils font maintenant, c'est trop cool. Enfin, c'est en plus, je pense que pour lui, c'est trop cool aussi. Mais c'est des petites mains entre guillemets qui t'aident de ouf, quoi. Qui t'aident de ouf. T'imagines même pas, quoi. Bon alors un conseil de Toto, si vous pouvez faire venir Lechay à votre tournoi, Et ses enfants surtout. ça vous aidera pour l'orga. Non, mais je parle des enfants, mais je pense aussi à d'autres joueurs qui viennent avec leurs femmes. Et encore une fois, elles sont trop efficaces, quoi. C'est impressionnant, quoi. Moi, j'ai 3 joueurs qui viennent très souvent avec leur +1 et elles sont venues aux 2 CF que j'ai fait et elles m'ont aidé, mais de façon incroyable, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que on en a parlé presque comme si c'était un acquis, mais en fait, ces mains-là, on en a besoin pour les extras au tournoi. L'organisation dont on a parlé jusque-là, finalement, on peut presque le faire tout seul. Pour les très grands événements, c'est un peu différent, mais on peut presque le faire tout seul pour les événements petits. Mais ça va être les extras derrière.
Ça va être effectivement si on veut proposer une solution qui est pas juste du jeu, si on veut proposer un repas le midi, si on veut proposer un petit déj le matin, si on veut proposer simplement un café. Tout ça, c'est des options finalement, c'est de l'extra. Si on proposait des lots, si on veut proposer des lots à la fin du tournoi, de l'événement, pour les gagnants, pour voilà, c'est du travail qu'il y a à faire en amont, c'est du travail qu'il y a à faire le jour J, et ça, effectivement, on a besoin d'avoir des petites mains. Par ailleurs, je fais la parenthèse aussi, hein, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le financement de ces événements-là. Euh, euh, Bien souvent, la salle, elle n'est pas gratuite. Quand elle l'est, c'est très bien. Parfois, elle ne l'est pas. Parfois, on va avoir besoin d'acheter ou de fabriquer du matériel pour les tables. C'est pas gratuit non plus. Si on offre un sandwich, c'est pas gratuit non plus. En général, il y a une participation aux frais sur ce genre d'événement. Et c'est en fonction finalement de la salle et des extras qu'on va être capable de définir un budget qu'il va falloir annoncer également dans notre communication. J'ai fait l'aparté là-dessus, pardon, hein, on avait oublié d'en parler, mais ça me semble important aussi. C'est pas Non, c'est simplement un, dans le garage. Voilà. c'est un point que je voulais aborder après. C'était juste, bon, on peut l'aborder maintenant. C'est vraiment ce budget. Je pense que organiser un tournoi, c'est un coût. Il va falloir avancer de l'argent au début, généralement. Donc, alors, enfin, on va pas perdre de l'argent sur un tournoi. Normalement, on se fait un équilibre ou même un petit peu de bénéfices qui vont permettre de pouvoir organiser d'autres tournois plus facilement après. Mais je pense que le budget, c'est un point central aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Toto. Ah mais ouais, en effet, c'est peut-être même le plus important. Quand tu es en asso, tu as besoin de fonds, hein, ça c'est clair. Moi, ce que je recommande quand il y a des gens qui me demandent comment organiser un tournoi sur Star Wars Legion, je leur dis faites en sorte que dans votre budget, tu as 10% de la PAF qui va à ton asso, parce que ça va te permettre d'acheter des décors, des tapis, et que ça te permettra derrière, enfin en fait, tu t'investis dans ton asso pour organiser des événements plus gros demain. Et donc, moi, c'est un chiffre que je dis en général, et 10-15% de la PAF qui doit être mise de côté pour faire vivre ton asso et développer ce que tu es capable de faire. Après, la suite, en effet, ça dépend de comment, c'est ce que tu as envie de faire comme extra. Je reprends ton terme, il est très bon, Vlad. Est-ce que tu veux proposer un truc toute base, c'est-à-dire les joueurs, ils viennent et ils jouent. Est-ce que tu veux proposer un kit? Aujourd'hui, ils sont à peu près à 20, 25 balles, 30 balles, enfin, à peu près. Donc, dès lors que tu dois acheter un kit, eh ben, tu dois diviser le prix du kit par le nombre de joueurs. Après, tu veux proposer un petit déj, en général, c'est ce qu'il fait. Et puis c'est super sympa, tu te pointes, t'as une viennoiserie, t'as du café, du thé, un jus, enfin bref, peu importe, ça c'est pareil, c'est un prix à mettre de côté. Et le plus important pour moi, c'est le repas du midi. Avoir la possibilité d'avoir un sandwich, un dessert, une boisson, bah, ça te permet de mieux rythmer ton tournoi. On en reparlera un peu après sur le timing du tournoi, mais ça te permet de maîtriser le timing de ton tournoi et forcément ça te demande un travail de budgétisation. Tu vas aller voir la boulangerie du coin, tu vas lui dire bon bah voilà, j'organise une petite sauterie la semaine prochaine, j'ai 400 repas à prévoir sur le week-end. Je prends l'exemple du CEF, mais voilà, j'ai besoin de, je sais pas, 800 croissants, 800 pains au chocolat, 3 tonnes de café, quel prix je peux avoir, comment, et puis surtout comment vous faites pour livrer. Dès qu'on a un peu de masse qui arrive, il y a des questions de logistique. Il faut prévoir des gens pour accueillir la personne, des bras pour porter, etc. Enfin bref. Ouais. Donc c'est des vraies questions à se poser. Le budget, qu'est-ce que je prévois dans mon événement, combien ça coûte et combien je le répercute sur les joueurs. À titre d'info, aujourd'hui, un tournoi Star Wars Legion, c'est pour une journée, 3 parties en tournoi, je veux dire, hein, c'est 15-20 balles. Quand tu es en milieu associatif, après quand c'est une entreprise, c'est différent. Hein. Je pense au French Wargame Café par exemple, mais en associatif, c'est 15-20. Si tu veux faire un truc un peu de luxe avec des plats chauds, peut-être un peu plus, mais bon, voilà dans l'idée. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Vlad. Bah si, c'est ça. En fait, entre l'événement à deux parties avec juste un paquet de cacahuètes et une bière au milieu, et l'événement sur 2 jours ou 3 jours all inclusive dans un gîte, évidemment, tu vas pas payer la même chose. Et ce qu'on dit là, c'est là que ça devient dantesque un petit peu, que ça peut effrayer finalement. C'est quand on parle de toutes ces choses-là, quand on commence à parler budget et tous les extras qu'on veut rajouter derrière, c'est là où en fait on a besoin absolument d'un coup de main, quoi. C'est là qu'on a besoin d'un coup de main, c'est là qu'on a besoin de se diviser les tâches. Ok, toi tu t'occupes des lots qu'on va offrir à la fin. Ok, toi tu t'occupes de la buvette. Ok, toi tu t'occupes de ceci, cela. Et c'est là du coup que vraiment ça devient vivant et que ça devient réel. C'est là qu'on commence à toucher du doigt la vraie organisation, quoi. C'est plus simplement une Moi, idée, c'est vraiment quelque chose. je voudrais juste rebondir sur un truc qui me semble important, c'est la nourriture. Ne jamais sous-estimer le poids de la nourriture dans la réussite d'un événement. Alors c'est tout con, mais j'ai vu ça dans plein de tournois. Les souvenirs que vont avoir les joueurs, ça va être le repas en fait.
où on va te dire, putain, la bouffe était super bonne. Enfin, voilà. Je pense que le côté nourriture, en fait, c'est un élément important dans la réussite du tournoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est très vrai. C'est très vrai. Moi, j'essaie d'avoir des gros desserts. Et tu prêches un convaincu aussi. Moi, j'adore la bonne bouffe. Dès que j'organise quelque chose, j'essaie de me battre absolument pour avoir des choses de qualité. Mais Sachant en que, fait, ouais. la bouffe, effectivement, c'est central. Mais il n'y a pas que ça. Souvent, les événements vont se démarquer par quelque chose d'un peu extraordinaire qui s'est passé à cet événement-là. La bouffe, c'est un des éléments les plus faciles à rendre extraordinaire. Mais c'est pas la Pour seule rebondir chose un qu'on peut petit rendre peu extraordinaire. là-dessus encore, tu vois, moi je vais prendre l'exemple de tournois que j'organisais à Battle. C'est des trucs tout cons, mais c'était des événements à 32 joueurs que j'organisais tout seul en fait. Et tu as moyen de mettre des petits tips en place pour que ça se passe bien. Tu vois, par exemple, au niveau de la bouffe, je lançais la bouffe le matin. Donc, alors déjà, si dans votre salle, vous avez une cuisine, ça peut vous permettre de cuisiner des petits trucs si vous n'avez pas trop de joueurs. Si on est ACF à 120 personnes, on le fait pas. Si on est sur un tournoi entre 10 et 30 joueurs, on peut se permettre des choses. Donc, soit on peut faire des sandwichs, le truc classique, soit sinon, ça peut être des plats mijotés aussi. C'est un truc tout con, mais le plat mijoté, en fait, vous l'allumez le matin, vous le regardez de temps en temps, et en fait, il sera prêt pour le midi tranquille. Je sais que moi, ça me permettait de faire, par exemple, alors c'est tout con, hein, mais tu proposes un rougail saucisse, c'est super simple à faire, mais quand tu proposes ça aux joueurs en repas le midi, en fait, ils sont super contents. Il y a plein de petites choses, en fait, que tu peux mettre en place. C'est clair. C'est le point de départ finalement. Enfin, le point de départ, pardon, c'est le sandwich finalement. Hein, un sandwich tout bateau. Quand on débute dans l'organisation et qu'on veut pas trop s'embêter avec ça, c'est finalement le point de départ. C'est très bien, ça suffit. C'est ok. Si on veut marquer des points, effectivement, les plats mijotés, c'est une très bonne idée. Se rapprocher d'un traiteur, ça peut être une bonne idée aussi. De préférence un plat chaud. Les gens aiment bien les plats chauds. Mais ça peut être des solutions comme ça pour se. Alors ça coûte un peu d'argent, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus simple au niveau organisation. Pour débuter, pour les premières orgas, c'est très très bien de faire ça. Complètement d'accord On a avec ça. abordé, ouais. On a abordé aussi la question des lots. Comment est-ce que vous voyez les lots, vous, par exemple? Moi, je sais que dans les événements que j'organise, en fait, j'aime pas trop. Enfin, ce que j'aime pas, en fait, ça va être la prime au podium où la majorité des lots vont aller au premier. Et ce que j'aime bien faire, en fait, c'est que chaque joueur ait au minimum un petit truc et après favoriser la diversité. Par Alors, exemple, on va avoir le premier de chaque faction, le meilleur peintre, des choses comme ça. il Je y sais a pas clairement comment est-ce que plusieurs vous, écoles. vous voyez Ouais, ça. ouais. Je prends la main, hein, Toto, Vas-y, mais vas-y. tu compléteras parce que je sais qu'avec le CF, tu fais des choses vraiment extraordinaires pour le coup à ce niveau-là. Il y a plusieurs écoles là-dessus. Les lots, c'est un peu. Voilà, c'est traditionnel, on fait un événement, on fait des lots, mais d'une part, c'est pas obligatoire. C'est complètement ok d'organiser juste un événement de jeu et les gens repartent et c'est bien. C'est pas forcément ce à quoi les gens sont habitués, parce qu'on a des gens qui organisent des choses très bien. Toto, encore une fois, avec beaucoup de lots ou beaucoup de choses avec lesquelles les gens repartent. Mais il faut bien voir que d'une part, c'est pas obligatoire. Et puis effectivement, après, il y a la façon dont on va distribuer ces lots. Est-ce que chacun repart avec un petit quelque chose? Est-ce que quand les gens arrivent, on leur donne directement quelque chose? Est-ce que c'est le podium effectivement qui a un gros lot et puis après les autres ils ont rien? Est-ce que juste tout le monde a quelque chose mais chacun choisit dans l'ordre dans lequel les gens sont arrivés sur le podium? Est-ce que tu fais juste une tombola par exemple? Tu fais un gros lot et après c'est chaque joueur qui arrive, bah voilà, tu mets un ticket et il y en a un qui va repartir avec un gros lot. Ça peut être cool aussi, tu vois. Ça c'est un peu à chaque organisateur de voir un petit peu ce qui lui fait envie. Ça va donner un vrai thème, une vraie saveur finalement à son événement, la façon dont les lots sont répartis et la nature des lots. Si tu as 3 boîtes de Battle Force pour tes 120 joueurs, c'est pas la même chose que si tu as 120 petits goodies. Ok. Et de la même façon, si tu as 3 boîtes de Battle Force, et si c'est le premier, le deuxième et le troisième qui partent avec, c'est pas pareil que si c'est le dernier de l'événement. On est content qu'il soit venu quand même, bien joué à lui, même s'il a tout perdu, c'est pas grave, il repart avec une belle boîte. Alors, vaut Voilà. mieux pas l'annoncer avant, ça, par contre. Ah non. mais, euh, mais voilà, ça fait partie des choses qui donnent une vraie couleur à ton événement. Ouais, je Et pense je qu'il faut pense, être vachement décomplexé par rapport à ça en tant qu'orga. En effet, c'est ok de faire un tournoi si t'as pas de budget et que t'as pas envie de faire payer beaucoup ton événement. Il y en a qui font des tournois à 3 balles. Hein. 3 balles, t'as juste l'argent pour payer ton kit. Le midi, tu vas à la boulange t'acheter ton sandwich. Bah c'est très ok, hein, faut pas rougir de faire ça. C'est très bien. Ce qui est important, c'est que les joueurs se retrouvent et jouent. Hein.
Moi, Tout à fait. après, moi, c'est un goût personnel. J'aime beaucoup que toutes les personnes repartent avec au moins une petite carte, tu vois. Parce qu'on a la chance ou l'avantage d'avoir un éditeur qui fait des boîtes avec des cartes. Donc ça, c'est vachement important pour moi. Mais faut être ok à pas le faire. Hein. Enfin, c'est aucun Ouais. problème. Sachant que pour les cartes, je dis bonjour, je rebondis aujourd'hui. Je vais rebondir sur les cartes. Il y a des tournois, j'ai vu notamment des tournois aux États-Unis où en fait les orgas se faisaient des variantes avec Photoshop de cartes de commandement en fait. Oui, bah, C'est on le pas fait obligé aussi. d'être une variante de carte officielle, si vous maniez un petit peu Photoshop, vous faites une petite variante spéciale, il vous faut juste une imprimante et puis basta quoi. Ça fait le petit lot sympa. Complètement. Nous, on a, pour le CEF, tu vois, on a imprimé des séries de cartes qui n'avaient pas été distribuées en physique aux joueurs. Je pense notamment aux cartes des Battle Force. Enfin, en gros, si t'achetais pas la Battle Force, par exemple, la Blizzard Force, t'avais pas les cartes de commandement et les cartes des Stormtroopers. C'est impossible de les avoir. On trouvait ça un peu naze. Et étant donné qu'elles étaient dispo sur le site d'AMG, on a contacté un imprimeur et il nous a fait des impressions qui sont assez chouettes et qu'on a distribuées dans le Welcome Pack du CEF. Tu vois, je reparle de Lechai, mais lui, il fait aussi des cartes de commandement alternatives. Je pense notamment à sa fameuse pipe 2 push, où c'est Padmé qui est en train d'accoucher, et puis pas push, push, ça fait deux jumeaux, donc ça donne un ordre à 2 unités, quoi. Tu vois. Et Donc moralité, il faut avoir les chai dans votre tournoi. ah bah c'est une valeur sûre, ouais. Moi je peux que vous recommander ça. Et non mais il y a tout un tas de personnes dans la communauté Star Wars Legion qui font plein de trucs super cool. Pour le citer, t'as Bardol aussi qui fait du print 3D qui peut te modeler une figurine spéciale pour ton événement, tu vois. Enfin, il y a vraiment que des personnes qui ont le cœur sur la main sur les événements et qui sont là pour te permettre d'avoir des trucs un peu uniques. Voilà. C'est ça, on parlait tout à l'heure de démarquer un peu l'événement et lui donner quelque chose un peu d'extra. Effectivement, avoir des éléments de jeu comme ça ou même des trucs à collectionner, c'est un bon moyen de créer du souvenir pour les gens et de rendre l'événement unique, en plus d'être sympa pour les joueurs, quoi. Et sur les réseaux sociaux, tu as les orgas de tournois américains notamment, hein, qui publient les trophées et puis tous les goodies qu'ils font et ça donne plein d'idées. Hein. Il y en a qui ont des idées de ouf. Je vous encourage à aller soit sur le Discord US, enfin international, ou sur le Facebook international. Vous avez plein de trucs en permanence. Moi, ça me donne des idées tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Putain, je vais dire encore rebondir, ça fera. Pour rebondir à nouveau sur ces extras, je sais qu'il y a la notion de side event aussi qui existe. Donc, toi, je sais que tu en mets en place notamment pour ce CF, Toto. Ouais. Alors le side event, je pense que c'est déjà pour les tournois qui sont un peu gros et où tu as un Ouais, il peu de faut qu'il y ait du place. monde. L'idée, alors ça vient d'où? Enfin, moi, je l'ai connu avec quand FFG a organisé le premier championnat de France, enfin Asmodée France sous FFG quoi. Le premier championnat de France de Star Wars Legion, à l'époque, c'était même pas Star Wars Legion, hein, c'était d'autres jeux. T'avais un side event Star Wars Legion qui permettait aux joueurs de découvrir le jeu à côté, soit via des tables de démo, soit via un mini tournoi qui a lieu la plupart du temps le jour 2. Parce que à l'époque, dans les tournois FFG, tu jouais la première journée, t'avais que le top 8 qui jouait le lendemain. Et t'avais un side event le lendemain pour permettre aux joueurs de continuer à découvrir d'autres jeux ou à jouer une forme différente de Star Wars Legion, en l'occurrence du 500 points, ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc le side event, même pour tester, aujourd'hui, tu vois, ça a du sens de faire un side event Shatterpoint, rien qu'en démo. Tu vois, le jeu est sorti, mais ou avec d'autres jeux, du X-Wing, du Armada, ou du jeu de rôle, enfin un peu tout ce que tu veux, quoi. L'idée, c'est t'as ton événement principal, t'as fait le choix peut-être de couper le nombre de joueurs sur le dimanche ou sur un des jours, et tu leur permets de jouer à autre chose, ou même des tables libres, tu vois. Le side event, quand tu fais du gros événement, je pense que c'est une façon intéressante de proposer un événement un peu différent, quoi. Ou ça peut être le samedi soir aussi. Tu vois, si Ouais, tu clairement. organises un tournoi sur le week-end, généralement le soir, le samedi soir, les gens sont pas trop là, chacun part de son côté. Ça peut être un moyen aussi de continuer à réunir les joueurs si la salle est à dispo. Le tournoi qui a été organisé à Nantes, là, enfin à Mauve, c'était trop bien, parce que le soir, on a joué aux jeux de société. Et les joueurs, en tout cas sur Star Wars Legion, sont vachement demandeurs de jouer à des petits jeux de société. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup kiffent ça. Moi, je sais que j'avais passé une super soirée à jouer à divers jeux avec vous, quoi. C'était vraiment trop bien.
C'est vrai, là, les side events comme ça prend un peu deux formes. Il y a ce que tu évoques là, Toto, qui est presque pour vraiment les événements très très grands, ce que moi j'appelle les formats convention presque. C'est-à-dire qu'en fait, le tournoi en lui-même, le jeu en lui-même, c'est qu'une partie de l'événement. C'est plus seulement l'événement central. Ça peut être l'événement central, mais c'est pas forcément le cas. Il peut y avoir d'autres choses à côté. Et ça peut être effectivement, si tous les joueurs ne jouent pas le deuxième jour, à ce moment-là, les joueurs ils sont disponibles pour faire autre chose. Donc tu leur prépares un événement, un side event, un événement sur le côté. Ça a existé beaucoup sur d'autres jeux, sur des événements où, par exemple, des événements de 3 jours ou 4 jours sur lesquels tu as un tournoi par jour. C'est pas une continuité, tu vois, tu as un tournoi par jour. Bon, bah voilà, chaque événement, en fait, est un side event à celui d'à côté. Mais ça peut aussi prendre une deuxième forme, qui est presque plus l'animation. C'est-à-dire, comme tu disais, en fait, Shatterpoint, c'est un très bon exemple pour nous. Tu pourrais tout à fait avoir, en parallèle de tes parties de Légion, une ou deux tables de Shatterpoint avec un animateur, un gars qui est là pour présenter le jeu, pour t'aiguiller, et qui fait qu'à tout moment, bah, entre tes parties, si tu as été éliminé vite, ou le soir si tu as du temps, ou si l'événement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il existe des événements dans lesquels tu n'es pas obligé de jouer toutes les parties. Tu peux faire la première, la deuxième, et puis, oh, t'en as marre, tu dis ok, tant pis, je quitte le tournoi. Ça se fait dans certains cas. C'est souvent indiqué dans le règlement de l'événement si c'est le cas. Et à ce moment-là, tu es disponible pour faire ces side events à côté. Avec des tables de jeux libres, avec d'autres événements organisés à côté, etc. etc. Et t'as une autre forme aussi que j'ai testé en tournoi. En fait, moi, j'organisais un tournoi classique et à côté, j'avais un pote qui avait mis en place une carte. En fait, c'était une campagne par carte. Et en fait, quand tu battais enfin, quand tu gagnais une partie, tu conquérais des territoires sur la carte. Et si tu gagnais contre quelqu'un, en fait, cette personne, elle te ramenait des territoires encore après. Et en fait, tu peux créer à la fois un côté compétitif. T'as ceux qui sont dans le tournoi à fond euh, qui- Et à côté, en fait, tu peux avoir ceux qui sont plus dans le narratif ou qui ont perdu, qui sont plus dans la course, qui peuvent se rabattre Se sur focaliser cette sur la campagne deuxième sur partie. carte, en fait. Ouais. Donc ça peut être des petites choses comme ça aussi qui C'est une sont bonne mises en idée. parallèle. Ouais, c'est une super idée ça. Ah, c'est Euh, ça. Si les gens ont des idées, il faut se lancer, quoi. Il y a tellement de trucs cool à faire. Moi, j'avais fait l'année dernière pour le CEF 2022, j'avais fait venir une asso qui faisait une levée de fonds pour financer l'achat de nounours là pour les enfants qui vont à l'hôpital. Ça avait super bien marché d'ailleurs. Et ils faisaient aussi, ils montraient leur cosplay. Ils avaient un énorme stand là qui était assez incroyable d'ailleurs. C'était l'asso Horar Galar. Et donc tu pouvais en plus prendre du temps et discuter avec eux de leur façon de voir Star Wars, le hobby, et puis c'est ultra intéressant parce que ça devient un peu technique en termes de... c'est du cosplay quoi, hein, donc c'est un monde qui est vachement différent. T'as ça aussi qui est intéressant quoi. Donc alors là, j'ai défini mon thème, la taille de mon tournoi, j'ai tout préparé en amont, donc j'ai ma salle, j'ai mes tables, j'ai mes décors, la bouffe est prête et tout. Comment est-ce que ça se passe le jour J? Alors, Toto, comment est-ce que tu vois le ouais, programme pour un le tout jour petit J? truc qui est avant, un tout petit Une truc dernière qui a... chose, ouais. Ouais, c'est bon, t'as tes tables, t'as tout, ok. C'est les listes d'armées. Il va falloir que tu valides toutes les listes d'armées et que tu t'assures Les qu'il n'y a pas de problème. inscriptions, ouais. Et les inscriptions, les paiements, tous les trucs comme ça. T'as un truc qui est fondamental. Si tu veux que ton tournoi se passe bien et que tu maîtrises le nombre de joueurs qui soient présents, c'est faire payer en avant ton événement, en amont ton événement. Parce que si tu le fais pas payer, t'as un gros risque que les gens se pointent pas en fait. Et ça, c'est pire que tout, parce que tu t'es fait chier et les gens se pointent pas et t'as un petit coup dur qui est derrière. Et donc t'as plein de façons de faire. L'avantage d'être en associatif, c'est que contrairement à la connerie que j'ai faite moi sur le premier CF, t'as pas les impôts qui vont venir te faire chier sur ton PayPal. Tu vois? Parce que même si tu fais un événement au final qui est très légèrement négatif, les impôts ils savent pas, ils voient que t'as eu 6000 balles qui est tombé d'un coup, ils se posent des questions, t'as PayPal qui te bloque ton compte, enfin bref, des trucs pas cool qui arrivent quoi. Tu vois? Donc le cadre associatif légal est à mon avis plutôt important. Ouais, Voilà. c'est ça. En termes d'outillage pour la gestion des inscriptions, et ça va nous lancer du coup sur la partie du déroulement le jour J, hein. Mais il y a en gros 2 outils qui sont utilisés majoritairement par la communauté Légion aujourd'hui. Il y a tout d'abord Tabletop Tournament, T3, qui est un site web un peu historique sur le jeu de figurines, qui permet de renseigner son événement,
qui est gratuit en dessous de 16 joueurs, enfin jusqu'à 16 joueurs, qui devient payant à 30 € l'année, mais je vous invite à vous rapprocher des différents organisateurs autour de vous qui pourront vous donner un coup de main là-dessus, et qui permet du coup de faire la communication, de centraliser les inscriptions, de gérer les paiements. Et le deuxième outil, c'est GameUplink, qui est un peu plus récent, qui est anglais uniquement, ça peut être un frein, mais qui a l'avantage pour le coup de gérer tout ce qui est liste d'armées et qui est un outil qui permet l'appariement le jour. Et donc ça, voilà, Tabletop Tournament, GameUplink, c'est les deux sites sur lesquels ça vaut le coup d'aller faire un tour pour s'aider à s'organiser. Complètement. Ça vous permet aussi de recevoir toutes les listes de la même façon, notamment sur GameUplink. Parce qu'à un moment, les listes, il va falloir les valider, être sûr que les joueurs ils viennent avec une liste qui est valable. Et sur GameUplink, tu peux demander à tes joueurs de rentrer eux-mêmes leur liste, et ça te fait gagner un temps incroyable. Tu vois, l'année dernière au CF, je me suis tapé les 122 listes à rentrer dans le logiciel tout seul comme un con. Et bah ça m'a pris, je sais pas, 8 heures ou 9 heures. Bah à ce temps-là, cette année, je le gagne en demandant aux joueurs de s'inscrire directement dedans, sur l'appli. Et ça va leur permettre aussi de gérer tout seul comme des grands leurs résultats. Après, forcément, tu proposes aussi aux joueurs de pouvoir venir te donner les résultats parce que je peux concevoir que ça soit pas évident pour tout le monde et tout le monde n'a pas un smartphone, etc. Tu vois. Mais ça te fait gagner un temps incroyable en amont sur la préparation de l'événement, les listes, etc. Ça te permet aussi de faire quelques stats en avant-tournoi. Ça te permet d'avoir un outil pour révéler les listes la veille ou le jour J et que tout le monde puisse voir la liste de l'autre et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. GameUplink, c'est un outil qui a été développé par la communauté Star Wars Légion américaine et qui est plutôt pas mal fait, et ils ont une roadmap qui est assez ambitieuse. Enfin, ils bossent beaucoup dessus, quoi. Son seul défaut, c'est d'être en anglais, hein, vraiment. C'est un Ouais, super outil. complètement. Mais on a réussi à avancer avec les Américains pour traduire un builder notamment, et puis le sujet de la traduction en français de ce truc-là est toujours sur la table, quoi. Sachant que si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui pourra vous aider dessus sans problème. Ouais, puis à la marge, l'orga du tournoi est aussi capable de prendre la main et de faire les trucs à ta place. Alors ça doit pas être un recours systématique, mais si jamais tu galères vraiment en tant qu'orga, tu peux aussi aider tes joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit un frein. Si jamais l'anglais c'est pas pour vous, parlez à votre orga, il saura faire pour s'il y a une partie des personnes de l'événement qui sont pas à l'aise, il saura faire. Il saura faire pour vous épauler et faire tourner l'événement, même si vous avez un souci avec la langue, quoi. Il y a vraiment pas de Bon. pas de sujet dessus. Tant qu'on est sur les rondes et les appariements, comment est-ce que vous voyez ces appariements justement, ce déroulement des parties au cours du tournoi? Donc généralement, c'est ce qu'on utilise, c'est la ronde suisse. Je sais pas, Vlad, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et si tu vois d'autres alternatives, si on a envie de faire Ouais, un tout à événement? fait. Alors, les appariements, c'est la façon dont on va faire une paire de joueurs pour faire un match. Il vous faut 2 joueurs pour faire une partie, donc c'est la façon, si vous avez 16 joueurs ou 32 joueurs, voilà, on fait des paires pour l'appariement, pour faire des matchs. Il y a plein de façons de le faire. En fonction du type de tournoi que vous organisez, la façon d'apparier peut varier énormément. Si vous faites un événement de jeu libre, c'est-à-dire que vous mettez juste des tables à disposition, et vous laissez les gens se débrouiller ou presque, l'appariement va évidemment pas être la même chose que si vous faites un événement full compétition, où le but du jeu c'est de trier qui sont les meilleurs. Et du coup, au fur et à mesure de les événements, au fur et à mesure des parties, en fait, vous allez avoir des gens qui vont avoir de plus en plus de victoires, que vous allez apparier face à face, jusqu'à avoir un vainqueur qui a tout gagné et les autres qui n'ont pas tout gagné. Mais effectivement, la base, c'est la ronde suisse. Donc ça signifie en fait, tout le monde part au même niveau, on met tous les joueurs dans une liste aléatoire, on fait des paires aléatoires pour la première partie de l'événement. Et on obtient du coup la moitié des joueurs qui a une victoire, la moitié des joueurs qui a une défaite. Dans Légion, le nul étant très très rare, inexistant même, on va dire. Et à partir de là, du coup, ronde 2, donc deuxième partie, dans la ronde suisse, vous allez prendre tous les gens qui ont gagné une partie et vous allez faire des paires dans ce paquet-là. Les gens qui ont une partie gagnée vont s'affronter entre eux. D'autre part, les gens qui ont perdu leur première partie, on fait des paires avec ces gens-là et les gens vont s'affronter entre eux. On continue, rebelote, fin de la seconde ronde. Dans les gens qui avaient gagné une partie initialement, les gens vont avoir soit gagné, soit perdu. Donc on va avoir des gens à 2 victoires, des gens à 1 victoire et une défaite, et des gens à, du coup, 2 défaites parmi les gens qui avaient déjà perdu initialement. En faisant ça au fur et à mesure, on finit en fait avec en fonction du nombre de joueurs qu'on a, on va pouvoir définir un nombre de rondes pour avoir un gagnant final à la fin. Exemple, vous avez 2 joueurs. Au bout d'une partie, vous avez un gagnant, un perdant. Très bien. Si vous avez 4 joueurs,
Vous allez faire une première partie, vous allez avoir 2 gagnants, 2 perdants. Vous en faites une deuxième, vous avez un gagnant qui est à 2 victoires, normalement 2 personnes qui sont à 1 victoire, 1 défaite, et une personne qui sera à 2 défaites. Voilà, en fonction du nombre de joueurs que vous avez, vous faites des rounds suisses de plus en plus longues, donc avec de plus en plus de parties, et vous allez avoir comme ça un vainqueur à la fin. À 16 joueurs, c'est 3 parties. L'avantage de la ronde suisse, juste pour te couper, l'avantage de la ronde suisse, c'est que mis à part la première partie où c'est aléatoire, pour le reste des rondes, en fait, pour le reste de vos parties, normalement, vous allez tomber contre des joueurs qui ont le même nombre de victoires ou de défaites que vous. Ce Ça qui fait améliore les chances que de tomber sur des gens de votre niveau. c'est ça, donc ce qui fait que même si vous venez à un gros tournoi comme le CF ou à un tournoi que vous pensez plutôt compétitif, au final, avec le système de ronde suisse, en fait, bah, vous allez peut-être tomber contre une personne qui est vraiment au-dessus de vous, mais après, normalement, vous allez jouer contre des personnes qui sont à peu près de votre niveau. Tout à fait. Et la ronde suisse, du coup, explique pourquoi dans un événement à peu de joueurs, il y a potentiellement peu de parties, et dans un événement avec énormément de joueurs, typiquement le CF, il faut énormément de parties pour arriver à la fin du week-end avec un gagnant unique. On a combien? C'est 7 parties, je crois, sur le CF, Toto, c'est ça? Et 8. 8, allez, toujours plus. Mais en fait, c'est simple, il faut que tu divises par 2 ton nombre de participants jusqu'à tomber à 1. Donc, ça. donc 4 c'est facile, c'est 2, 8 c'est 3, 16 c'est... bref, et ça fait x2 à chaque fois. Et juste, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas un nombre de joueurs impairs? Enfin, si on n'a pas un nombre de joueurs pairs. Ouais, moi c'est un truc que je fais systématiquement sur les gros events en tout cas, type Open ou type CF, c'est que j'ai un orga joueur. C'est-à-dire que j'ai un orga qui est là, il a ses figurines, et à n'importe quel moment de l'événement, je lui dis tu rentres en joueur. C'est ça. Parce que t'as un mec qui s'est barré, parce que t'as un mec qui s'est pas pointé, pour tout un tas de raisons. Et moi je trouve, et c'est un avis personnel, qu'il ne faut pas qu'il y ait de bail sur les événements. Alors sur des trucs plus petits, c'est parfois un peu plus compliqué. Toi en tant qu'orga, tu te retrouves à jouer, mais sur un événement, en tout cas pour un CF, sur la qualité que moi je veux mettre sur ce type d'événement-là, je peux pas accepter qu'il y a 8 personnes qui jouent pas une partie dans le week-end. Parce qu'il y a c'est ça. La notion de bail, c'est qu'est-ce qui se passe si on est impair? Bah, il y a une personne qui joue pas. Voilà, la personne elle joue pas, on lui file une victoire cadeau au niveau de son classement si c'est un événement compétitif. C'est ce qu'on appelle un bail, et c'est un peu triste parce que la personne, elle aura une partie de moins sur son week-end, et si elle a fait 400 bornes, c'est vraiment dommage. En particulier si sur tout l'événement c'est impair, et bah du coup à chaque ronde, il y a un joueur qui sera toujours différent, mais il y a un joueur à chaque fois qui joue pas. Effectivement, la solution, ça c'est la solution du pauvre, hein, c'est quand tu n'as vraiment pas le choix. L'autre solution, c'est d'avoir effectivement un camarade qui est sur le côté et qui ne joue que si le nombre d'inscrits est impair et qui vient compléter pour avoir un nombre de joueurs pair. Voilà. J'ai un mini truc. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, donc c'est un orga joueur. Nous par ici on appelle ça le joueur fantôme, mais c'est la même notion. Hein, c'est l'idée de un joueur sur le carreau qui est dédié à ça, qui peut donner un coup de main pour l'orga par ailleurs, hein, mais s'il y a besoin, hop, on l'envoie sur la table et il fait une partie du coup pour compléter avec un chiffre pair. Sachant que ce joueur fantôme, en fait, il peut tourner aussi parmi les orgas. Si jamais, admettons qu'il y a quelqu'un qui a une panne de voiture qui peut pas arriver au tournoi, vous savez que pendant 5 parties, il y aura une personne qui jouera pas. Bah, soit vous avez un joueur fantôme qui est dédié aux 5 parties, soit vous pouvez faire tourner au sein des membres de l'orga pour que, même parmi les orgas, chacun puisse faire une petite partie dans le... Après, c'est à vous de vous arranger comme. Ouais, c'est ça. C'est libre au choix de l'orga de faire ça. Moi, je me retrouve souvent dans des situations pour les tournois moyens, c'est-à-dire entre 16 et 30 joueurs, où je suis tout seul, donc j'ai pas la possibilité de faire ça et c'est moi qui m'y colle. C'est pas idéal. C'est pas l'idéal. Ouais, c'est pas très agréable en tant qu'orga d'avoir à gérer et la buvette et les scores du coup en fin de ronde, on va en reparler sans doute, et faire sa partie et gérer la bouffe. À un moment, on a que 2 bras, quoi. Je reviens sur un truc que j'ai dit sur le CF. Les 8 parties, c'est uniquement pour le top 16, histoire d'avoir... je coupe le tournoi en 2 en fait pour que ce soit plus sympa. Le samedi, il y a 4 parties et je sais que c'est très dur à gérer pour la plupart des joueurs qui sont en fait pas des gros compétiteurs. Et même pour les gros compétiteurs, c'est dur de faire 4 parties sur une journée. Et donc le lendemain... ouais, c'est chaud patate même. Le lendemain, je laisse que 2 parties pour ceux qui sont pas qualifiés en top 16 pour décompresser et faire un événement sympa et qui soit pas juste je te fouette pour que tu fasses tes 8 parties dans le week-end et rendre un événement en fait qui est indigeste. Ça sera pour le top 16 parce qu'ils sont top 16 et qui méritent, mais les autres
Les autres, ça sera plus tranquille avec 2 parties, largement le temps de manger, 2 heures pour manger le dimanche. Enfin bref, c'est pareil en fait. Pour revenir sur comment tu définis ton événement, il y a aussi quel équilibre tu fais entre plaisir et compétition, quoi. Ouais, tout à fait. Hein. Les top Et je 16 pense sur qu'il le faut. CF, ils sont venus pour souffrir, quoi. C'est OK pour eux de faire 8 parties. Pour le commun des mortels, ça fait beaucoup. Et il y a quelque chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est que généralement un tournoi sur 2 jours, ça va être 5 parties. Sur une journée, ça va être 3 parties. On est fatigué à la fin de la journée et il y a des gens qui peuvent venir de loin et qui vont devoir faire de la route après. Donc quand on organise le timing en fait de son événement, je pense qu'il faut toujours avoir cette petite idée des personnes qui vont avoir un peu de route après. Donc généralement, alors c'est plus dur à caser sur une journée, mais je sais que sur les tournois sur 2 jours, généralement on essaye de terminer vers 16-17 heures le tournoi pour laisser le temps de ranger aussi, parce que bon, il y aura tout le rangement à faire, on en parlera. Et pour laisser aussi un petit temps de décompression et que les gens puissent partir plus sereins pour le retour. Ouais, tout à fait. Et tu parlais du rangement, c'est vrai que le jour J, en fait, alors la veille au soir, idéalement, ou plutôt même Bah sur tiens, les gros si tu veux, événements. on va enquiller. Enfin là, on Ouais, va passer. Donc là, on a vu tout ce qui était préparation. A tout à priori, fait. on a couvert pas mal de choses. Maintenant, on va passer au jour J. Donc le jour J, comment ça se passe? Alors, sachant que dans le jour J, on va compter la préparation en amont qui peut se faire le soir, enfin, la veille. Donc là, toi, comment ça se passe pour une organisation de tournoi, on va dire le jour J au sens large? Alors, typiquement, tu essaies de récupérer ta salle le plus vite possible, en amont du début des parties, et tu installes un maximum de choses. Donc ça va être installer la buvette si tu en as une, installer les tables évidemment, installer les décors que tu as, puisque comme on l'a dit bien souvent, tu vas pas avoir assez de décors pour toutes les tables et les joueurs vont en ramener. Les joueurs, ils vont pas forcément venir la semaine d'avant, hein, à ton tournoi. Donc si tu peux récupérer du matos, très bien, mais si tu peux pas et que les gens viennent de faire 400 bornes avec leur table dans le coffre, ils vont la monter le matin. Le plus tôt, le mieux. Tu montes un maximum de choses en amont et tu te lances du coup pour faire la préparation du matériel, on va dire au sens large, la préparation de la salle. Si tu as besoin également de ton logiciel Game Uplink pour avoir tes appariements de prêt, etc., prépare ça aussi, prépare ton petit PC, machin, clac clac. Voilà. Tu fais tout ton matériel en amont, et arrive le moment où les joueurs débarquent. Et là, du coup, bah, ça va être petit café s'il y a, peut-être début des parties directes, tu affiches ou tu communiques tes appariements, les parties se lancent, et là arrive du coup la première décision que tu as fait normalement au moment de ton règlement, qui va être la durée de la partie, qui va du coup timer ta journée ou ton week-end si jamais c'est plus. Voilà, ta partie dure tant de temps. Et tu vas pouvoir du coup préparer ta journée avec une première partie qui est de telle heure à telle heure, une deuxième qui est de telle heure à telle heure. Après, j'ai prévu du coup mon moment repas où je reprends du coup pour la troisième partie à telle heure, etc. Ça va être du coup le fil conducteur de ta journée. Il y a un truc aussi avec lequel j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai commencé à organiser des tournois, c'était le timing. Moi, j'aime bien quand c'est carré, tu vois. Le CF, moi, c'est chronométré à la minute près. Je sais ce qui se passe à la minute près sur tout le week-end. Mais sur un événement plus petit, et c'est là où j'ai eu du mal, moi, enfin, j'ai appris sur le tas, c'est que si ton tournoi, il commence pas à 9h30, mais à 9h45, ben, on s'en bat les couilles, c'est pas très grave. Tu vois. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec ça, du coup, je me stressais, enfin, bref, tu vois. Et quand j'ai compris qu'à un moment, s'il y avait 15 minutes de retard, bah, c'était pas la mort. Et bah, en vrai, c'est pas la mort et c'est pas du tout grave. Il faut pas paniquer à cause de ça, quoi. Sachant qu'il y a des moments où ça peut être plus ou moins grave. Par exemple, si on prend la partie du matin, c'est pas trop grave s'il y a un peu de retard ou s'il y a des gens qui terminent en retard leur partie, parce qu'en fait, il y a le temps du midi pour absorber en fait le temps éventuellement perdu. C'est des petits moments qu'on peut organiser dans la journée comme ça pour faire en sorte que on peut absorber le retard qu'on pourrait avoir au début. Ouais, c'est ça. Et en revanche, du coup, à l'opposé, la partie du dimanche soir, il faut vraiment essayer qu'elle soit pas décalée dans le temps. Si on perd une demi-heure ou une heure sur la partie du dimanche soir, c'est la Oui, galère pour tout le monde. oui, Le oui. gars, il avait un train, pas de bol, il est obligé de ranger ses figurines à l'arrache et de se barrer avant la fin. Le gars qui a 5 heures de route, vraiment, il va arriver à 22 heures, c'est dommage. Tu vois. Donc effectivement, la plupart du temps, un petit décalage sur le timing, c'est vraiment pas grave. Par contre, le dimanche après-midi, on essaie d'être carré et de faire rentrer tout dans le temps prévu, quoi. Alors moi, je pourrais en parler vachement longtemps parce que c'est vraiment le truc qui m'importe le plus quand je fais un gros événement. Je pense du CF. Moi, comme je disais tout à l'heure, mon CF, il est chronométré à la minute près.
C'est-à-dire que je sais quand est-ce que j'ai du temps, je sais quand est-ce que je me laisse 5 minutes de rab pour pouvoir encaisser un retard. Moi, j'ai un fichier Excel avec tout ce qui doit se passer pendant l'événement, avec des colonnes, joueurs, orga, et par type d'orga, si tu veux. Et avec le rôle de chacun, et chaque orga sait où il doit être et qu'est-ce qu'il doit faire à n'importe quel moment. Et sur les parties qui sont critiques du planning, je pense à la distribution du welcome pack, on en reparlera un peu après, sur la distribution du petit-déj et sur la distribution des repas et des lots pour la fin et des discours éventuels, mais là je parle pour les gros événements. Tout ça, enfin moi c'est ma façon de bosser. Tout est dans un fichier Excel, tout est millimétré et et en fait pour chaque partie, moi je me pose et c'est tout con, mais je me pose dans mon lit, je ferme les yeux, je regarde la salle et je regarde qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et combien il y a besoin de personnes pour faire telle chose ou telle chose. Et là je pose mon besoin en nombre de personnes pour chacune des cases et après je remplis en fonction du nombre de bénévoles que j'ai. Et ouais. Et c'est là que du coup on se rend compte à nouveau encore de l'ampleur qu'il y a entre le petit événement route dans un garage à 4 et un événement comme le CF, quoi. Il y en a un où tu peux déborder de 2 heures. Sur le CF, évidemment, tu peux pas, quoi. Mais tu peux pas bouffer 15 minutes sur un CF, quoi. C'est ça le problème. Et ouais. Et les CF que j'ai fait, j'ai réussi à chaque fois à finir un peu plus tôt que prévu. Parce que j'ai réussi à maîtriser les moments où je savais que je pourrais perdre du temps. Et donc et puis capitaliser sur à chaque fois les 5 minutes par-ci par-là que j'aurais dû perdre et que j'ai réussi à pas perdre, quoi. Mais t'en arrives vraiment à te dire, ok, le mec qui vient te livrer la bouffe, il met combien de temps entre son camion et l'endroit où tu vas distribuer la bouffe pour lui dire, moi j'ai besoin que tu sois là au plus tard, max 11h15 pour que tu aies le temps de poser la bouffe, que les orgas ils préparent la bouffe, que les premiers joueurs commencent à bouffer. Parce qu'il faut savoir que là, je parle du CF de 2023, en 1 heure, faut que je distribue quasiment 170 repas. Ouais, Il faut qu'en 1 heure, ils aient bouffé, donc que ça soit distribué encore plus rapidement que ça. Et donc, où tu mets les mecs, comment ils vont manger, comment ils vont se démerder, tout ça, ça doit être vraiment planifié et millimétré au poil pour que ça soit ultra fluide pour les joueurs. Et je pense que jusque-là, ça a été plutôt fluide pour les joueurs, malgré le volume qu'il y avait à traiter à chaque fois, quoi. Ce qui est super Ouais, ça, intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'une part, tu parles de ton papier à musique finalement ultra millimétré sur l'organisation de ton événement. Et il y a 2 minutes de ça, tu disais, moi ça m'a libéré quand dans mes premiers événements, j'ai compris qu'en fait je pouvais me permettre de déborder un petit peu sur le temps. Pour les petits, ouais. Ouais, c'est les 2 choses qui sont vachement intéressantes d'avoir en perspective. Quand on veut faire un gros événement vraiment important, effectivement, faut être carré. Mais pour les petits événements, c'est OK, quoi. C'est complètement OK de déborder un peu. et après, au niveau de la gestion du temps, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de fluidifier les choses. Un truc tout bête, pour les appariements, mettez des numéros sur les tables. C'est tout Et con, ouais. mais si je sais où est la table 1 parce que c'est marqué, parce qu'il y a un numéro 1, eh ben, je vais pouvoir y aller tout de suite. Et Les tu mets tes tables dans appariements, l'ordre. Tes tables dans oui, l'ordre aussi, c'est important. c'est vrai. Ce qu'on peut faire aussi en façon simple, c'est le plateau pour que les personnes puissent mettre directement leur figue dessus et faciliter le transport de table en table. Pour l'annonce des appariements, donc sur les petits événements, on peut faire ça au micro, il y aura pas trop, enfin il y aura pas trop de monde, donc ça va le faire. Si par contre vous avez accès à un écran, ça simplifie la vie d'afficher les appariements sur un mur ou sur un écran. Comme ça, les joueurs ont toujours accès à ça et ils sont pas obligés de revenir vers vous pour dire au fait je suis à quelle table et ainsi de suite. Donc il y a plein de petits éléments comme ça qui peuvent être mis en place et qui peuvent fluidifier les choses en fait. Je sais pas si vous pensez à d'autres choses qui peuvent aider un petit peu l'orgage du jour J. Sur un gros événement, je te parle pas d'un petit, sur un gros événement type Open ou CF, moi je recommande plusieurs trucs. Premièrement, avoir un welcome pack dans lequel tu mets un plateau de transport. Ça va faire gagner énormément de temps à tes joueurs. Surtout que t'as que 30 minutes entre chaque partie, la plupart du temps. Donc il faut que les joueurs ils puissent mettre leurs figurines sur le plateau, leurs cartes sur le plateau, les réglettes, les dés, les trucs, et qu'ils puissent aller de table en table rapidement. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Ensuite, moi, ce que je fais sur les gros événements, c'est que quand tu arrives au CF, tu as ton welcome pack avec le plateau, mais tu as aussi un sticker que tu te mets sur le torse, sur lequel tu vas avoir une couleur qui correspond à ton rôle pendant l'événement, que tu sois joueur, orga, bénévole, peintre, arbitre, tu vois. Tu as une couleur qui est différente, et au dos du badge, tu vas avoir le repas que tu vas avoir le matin, enfin le midi, les 2 midis. Comme ça, quand tu te pointes chercher ton repas, tu tends ton badge
et c'est directement écrit dessus. Tu prends un sandwich jambon beurre, tu prends un fraisier, tu prends une canette. Tu vois, tout est fait et c'est carré. Il y a aucune question à se poser. Et le bénévole, il va juste avoir besoin de rayer la ligne ou faire un cache, un coche, enfin peu importe ce qu'il fait. Mais ça permet de gagner énormément en rapidité quand tu as besoin de dérouler 200 repas, quoi. Je rebondis là-dessus à nouveau, tiens, je rebondis beaucoup. C'est au niveau du repas. N'hésitez pas à demander en amont s'il y a des personnes qui ont des repas spéciaux. Par exemple, un végétarien. Parce que c'est vrai que si on est végétarien, qu'on arrive et qu'on voit que des jambons beurre, ça peut gâcher un peu notre expérience du tronc. Clairement. Ouais, c'est Donc ça, tout ouais. ce qui est intolérance et compagnie avec, c'est un vrai sujet, hein, c'est de l'organisation et de la restauration collective, donc faut jouer avec ces règles-là aussi. Donc désolé si j'ai coupé, Toto, vas-y, hein, Non, mais continue. c'est ultra Ouais. important parce que en effet, bah, tu vas avoir des personnes qui mangent ceci, cela, ou pas ceci, pas cela, végétarien, vegan. Et putain, enfin, sur le végétarien, t'arrives à trouver, mais sur le vegan, c'est encore la galère de trouver une boulangerie qui est capable de te faire un truc vegan. Et bah, t'as de plus en plus de monde qui a ce type de consommation. Et bah, il faut que toi, en tant qu'orga, que tu t'adaptes à ça et que tu puisses fournir un repas qui convient à les joueurs que tu invites, quoi. Et moi, je sais que ce type de repas, en général, ils sont faits maison. Il y a un orga qui se les fait à la mano parce que j'arrive pas à trouver de prestataire qui est capable de le faire. Voilà. Ok. Et donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez pour essayer de fluidifier un petit peu le tempo lors du tournoi en lui-même? Ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour là-dessus? Ouais, je pense qu'on est bon. Là, ce qu'a dit Vlad, Ouais, c'est pas c'est mal. exactement ça, hein. En C'est vrai, on exactement pourrait faire 1 heure rien que sur ce Hmm. sujet-là, sur tous les petits tips et les machins de cet ordre-là pour gagner des minutes, gagner 5 minutes, simplifier ceci, simplifier cela. Mais Donc, je pense que le il y a message est une autre passé, quoi. chose, ouais. C'est Il y a une autre chose à laquelle je pense et qui est pas encore forcément mis en place et qui peut avoir une mauvaise image dans Légion. Là d'où on vient, Vlad et moi, par exemple, on a beaucoup joué à War Machine et pour War Machine, en fait, il y a un système de clock, donc d'horloge, qui fait qu'en fait chaque joueur a un certain temps pour jouer sa partie. On se passe ça, et en fait ça permet de rythmer les parties et ça permet de faire en sorte que ta partie elle tienne dans le temps qui est imparti pour la ronde. Donc, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de la clock ou de comment on gère une ronde? Ouais, c'est super intéressant. Je te laisse peut-être attaquer, Vlad. allez, j'y vais. Ouais, effectivement, nous on vient de Warmash, War Machine Horde, et là-dessus il y avait la clock, donc l'horloge d'échec, hein, typiquement ce qu'on peut connaître à l'échec ou le fonctionnement, hein, donc c'est une clock avec un balancier dessus. J'appuie dessus, c'est ton temps qui défile. J'appuie dessus, maintenant c'est le mien. Et du coup, chaque joueur pour sa partie va avoir une durée maximum avec laquelle il va pouvoir jouer. 1 heure, 1 heure et demie, peu importe. Ça se décide au moment du règlement. Euh, et si jamais la cloque arrive au bout, et ben, la partie est soit perdue, ça c'était le cas à War Machine, soit à Légion, ce qui est plus commun, c'est tu n'as plus le droit de toucher à tes figurines, l'adversaire continue à jouer tant qu'il a du temps et toi tu ne joues pas. Ce qui est un peu embêtant en général pour le scénario en fin de partie. Bon, c'est quelque chose qui a très mauvaise presse chez les joueurs qui n'ont pas eu forcément l'occasion de l'essayer. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce qu'en fait, quand on fait une partie un peu plus casu, pour reprendre ton terme, Toto, encore une fois, il n'y a pas de connotation négative là-dedans. Une partie à la cool entre copains en sifflant une bière, effectivement, ta partie elle peut durer 4 heures et c'est OK. Quand on est en événementiel, on ne peut pas se permettre d'avoir une partie qui dure 4 heures à côté d'une autre partie qui dure 1 heure. Donc il faut calibrer le temps d'une partie. Pour ça, en tant qu'organisateur, on n'a que 2 solutions. Le premier, c'est de mettre ce qu'on peut appeler un dice down au niveau technique, c'est-à-dire on met une durée et au moment où la durée est atteinte, on pose les dés, dice down, la partie est terminée, maintenant on passe à la suite. Et on enchaîne sur le papier à musique, on enchaîne sur le scénario qu'on a prévu pour notre journée. Ou bien, on met une cloque sur la table, les joueurs ont chacun une réserve de temps qu'ils peuvent utiliser, et on sait qu'au maximum, la partie va durer le temps de l'un plus le temps de l'autre. Pour l'événementiel, c'est vraiment un outil qui est pertinent. Et j'argumenterai qu'en tant que joueur, et pas seulement en tant qu'orga, c'est quelque chose qui est appréciable à la table, puisque ça vous permet de faire une partie dans un laps de temps qui est connu. Vous savez que votre partie, elle ne durera pas plus de 2 heures. Alors, si la durée est trop courte, ça peut être stressant. Avec un peu d'entraînement, on s'y habitue. Mais si la durée est adaptée à ce qu'on a l'habitude de jouer, à ce moment-là, c'est assez confortable et ça permet vraiment un plus au niveau de l'organisation. Un des autres avantages aussi, c'est qu'on est sûr que les deux joueurs vont jouer à peu près le même temps. Tout à fait. Parce que moi, je sais que j'ai vu, alors c'était à Battle à l'époque, où on pouvait avoir des gens sur une ronde de 3 heures, t'avais un joueur qui jouait une demi-heure,
et à l'extrême, le joueur en face qui jouait 2h30. Ça peut être aussi un peu gênant. Je sais pas ce que tu penses, toi, de la cloque, Toto? Alors, ça a soulevé d'énormes débats, comme toujours, dès qu'il se passe un truc sur Star Wars Légion, ça part dans tous les sens. Il y a quelques personnes qui étaient très favorables au moment du lancement du jeu, sur les tournois, de mettre la cloque tout de suite. Sauf que, ben pour beaucoup d'autres personnes, c'était trop tôt, et je pense qu'on s'est pas trompé en disant que c'était trop tôt. On s'est laissé 2 ans à peu près avant d'intégrer la cloque. On a profité du confinement entre guillemets pour intégrer ça déjà dans TTS, les tournois à cloque. Donc Ensuite, TTS, Tabletop ouais, Simulator, hein, pour ceux qui c'est ne l'auraient pas. c'est le module pour jouer à Star Wars Legion sur ordinateur. Donc on a pu commencer à bosser comme ça, et ça a commencé tranquillement. On s'est donné une année. Après on a pu jouer en physique. On a limité la cloque au deuxième jour des gros tournois. Le premier CF, il y avait la cloque pour le top 8. Et on a vu que ça avait vachement bien marché. Et sur le deuxième CF, on a eu la cloque pour l'intégralité des joueurs sur tout le tournoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum sur tous les tournois maintenant, d'avoir des cloques. Et c'est quelque chose qui s'est plutôt, je pense, normalisé. En tout cas sur les tournois qu'on organise nous au niveau d'initiative. C'est quand même c'est quelque chose de très qui est devenu complètement commun et qui a en fait que des avantages. Alors pas forcément quand t'es un joueur qui commence, Ouais, c'est ça. et là c'est un peu dur, mais en fait on a quand même encore une fois l'avantage d'avoir une commu qui est plutôt sympa. Les gros joueurs sont assez cool là-dessus. Tu vois, moi quand je joue avec un joueur, qui soit bon ou pas d'ailleurs, moi ma cloque à moi je la suis de très près, mais je m'en bats un peu les couilles de comment le mec en face la traite, tant que ça déborde pas trop, tu vois. Et on est beaucoup de joueurs compétitifs à jouer comme ça. C'est pas parce que le mec en face il débute que je vais être très à cheval sur le temps de clock en face, tu vois. On est assez pragmatique sur le truc et assez sympa. Et ce qui permet aux nouveaux joueurs qui débarquent sur Légion déjà d'être pas trop emmerdés par les deux aspects durs qui sont la gestion du timing et la gestion des règles, quoi. Je pense que quand on est joueur débutant, en fait, quand on rencontre un joueur un peu plus confirmé, la cloque, c'est plus une indication, en fait. Et Le joueur va te complètement. confirmer, va plus, bah, lui, il va respecter son temps parce que ça l'entraîne aussi pour les futures parties. Mais après, c'est juste une indication pour montrer bah, aux joueurs débutants, bah, t'as vu, là, t'as mis tant de temps pour jouer. Tu vois, c'est plus, enfin, c'est ça, une Complètement. indication. Et puis Ouais, c'est ça. quand tu commences à être assez confirmé dans le jeu, tu te rends compte que ta partie tu l'as fait en moins de 2h30. Hein. Très très souvent Ouais, clairement. tu traces, quoi. Les, Tu traces, tu traces. les vétérans, les rats de tournoi, eux, ils savent faire avec la cloque. Ils en ont même pas forcément besoin parce qu'ils vont torcher leur partie de toute façon dans le temps imparti. Mais effectivement, quand tu débutes, la cloque, c'est impressionnant. T'as pas forcément envie de te prendre la tête avec ça. Ça demande un vrai apprentissage, d'apprendre à se servir de la cloque, s'en servir proprement, etc. Euh, je sais qu'il y a des joueurs qui débutent, ou pas à Star Wars Légion, mais en tout cas pour lesquels, en tant qu'organisateur ou en tant que joueur, la cloque, ça peut être effrayant. Faut en discuter avec l'orga ou faut être prêt du coup à mettre une cloque quand on est orga soi-même pour les parties justement un peu de la fin du tournoi ou sur les tables les mieux classées avec les joueurs un peu vétérans. Effectivement, c'est indicatif quoi pour les joueurs débutants. Prenez pas la tête avec ça pour les joueurs un peu moins carrés. Par contre, si vous voyez des joueurs qui n'utilisent pas de cloque et donc en conséquence, vous utilisez une durée fixe pour votre partie, pour votre tournoi, prenez le temps en tant qu'organisateur de passer entre les tables, d'indiquer aux gens un petit peu comment ça se déroule au niveau du timing. Parce que si vous vous rendez compte que des joueurs sont au début du deuxième tour alors qu'il reste qu'une demi-heure sur le créneau de 3 heures que vous avez pour votre partie, il y a un problème, dites-leur. Ça peut être important. Et pour rebondir là-dessus, quand on annonce le temps qui reste, n'annoncez pas juste le temps qui reste à 30 minutes ou 15 minutes de la fin de la ronde. Annoncez-le régulièrement. Par exemple, il y a 1 heure de passé. Vous pouvez dire, bon, bah, il y a 1 heure de passé, il vous reste 2 heures de jeu. Il faut qu'il y ait des moments réguliers, en fait, pour que les joueurs aient une idée de où ils se trouvent dans la ronde. Et ça permet de se mettre d'accord, par exemple, pour savoir, bah, est-ce qu'on va lancer un dernier tour ou pas. Tu vois, enfin, je pense que si on n'utilise pas la cloque, mais qu'on a une durée de ronde prédéfinie, il faut vraiment annoncer très régulièrement combien de temps il reste Ouais, c'est sur ça. la En partie. général, ce qui se passe là-dessus, c'est sur une ronde par exemple de 3 heures, au bout de 2 heures et demie, l'organisateur va annoncer à partir de maintenant, c'est votre dernier tour. Si vous étiez au quatrième, vous ne commencez pas votre cinquième, etc., etc.
de façon à ce que les gens puissent terminer le tour en cours, que ce soit pas brutal, mais que par contre, ça n'aille pas plus loin que la durée maximum que vous aviez prévue. Ouais, Sachant que quand vous Après, ouais. organisez une ronde, la ronde, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que c'est pas que le temps de jeu. Par exemple, si je prends 3 heures de ronde, en fait, dans les 3 heures, donc il y aura la partie, mais il y a aussi le temps que vont mettre les joueurs pour aller d'une table à une autre, pour se présenter les armées, pour le déploiement, et ainsi de suite. La ronde, en fait, c'est pas que la partie en elle-même, ça inclut plein de petits éléments à côté. Nous, en tournoi, on met 2h07, 1h07 par joueur. Ça fait 2h15 de jeu avec 15 minutes de temps mort. C'est ce qu'on pense être le plus proche de la réalité. C'est peut-être même un poil court, mais bon, bref, globalement, c'est ça. C'est-à-dire que tu demandes à tes joueurs de jouer 1h07, et en général, tu as 15 minutes de temps mort entre le moment où tu ramasses tes pions, le moment où enfin bref, tous ces petits moments de temps mort, quoi. Ouais, c'est ça. 2h15 de jeu, 2h30 de ronde au total. C'est très bien pour un événement compétitif où les gens savent à peu près ce qu'ils font. Pour du narratif, pour des trucs plus à la cool, des timings moins serrés s'il y a moins de parties prévues dans la journée, on peut étaler ça un peu plus. Ne prévoyez pas 5 heures, ne prévoyez pas 2 heures non plus, c'est trop. Mais du coup, ouais, 2h30, 3 heures, c'est un bon point de départ pour commencer à réfléchir là-dessus. Ok, donc le tournoi s'est déroulé, donc ça se passe à peu près bien. Comment est-ce que vous voyez la fin du tournoi? Écoute, je peux peut-être attaquer là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, Ouais. que ce soit au début ou à la fin, c'est faire un petit discours, rappeler les règles de base. Moi, il y a un truc que j'aime bien répéter, c'est qu'il faut pas hésiter à appeler les arbitres si jamais il y a une question. On est là pour ça. C'est vrai, on Les n'en a pas orgas sont parlé. là. Ouais, On n'a pas parlé des arbitres, ouais. Si tu ouais. veux parler un peu des arbitres, ça peut être pas mal. Bah non, mais rapidement, si tu veux, on met en place des arbitres, et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que le jeu reste cool. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, Star Wars Legion, nous on a voulu dès le départ que ce soit un jeu de gentleman. Et donc si vous n'êtes pas d'accord, peu importe contre qui tu joues contre l'ancien champion de France ou contre un gars qui vient de commencer, ben t'as le droit de lever la main et demander à un arbitre de trancher sur une question et de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir répondre et avoir la réponse appropriée. Donc Je pense que c'est un truc qu'il faut préciser. Faire l'appel à un arbitre, en fait, c'est pas être un joueur chiant. C'est juste complètement. qu'on a une question et il demande une réponse. Enfin, c'est vraiment pas négatif de faire appel à un arbitre. Il y a Moi, aucun problème et c'est même encouragé plutôt que de se tromper. je commence toujours mes tournois par ça. Et ouais, voilà, l'arbitrage, c'est un truc qui est vachement important et ça permet. En fait, quand les joueurs ont réussi à comprendre que l'arbitre, c'était pas, tu passais pas pour un connard à appeler l'arbitre, que c'était quelque chose de normal, complètement fair play et même plutôt juste. Et ben, ça se passe bien et puis les tournois sont plutôt relax et je pense que ça se ressent pas mal dans la commu encore une fois. C'est un truc qui a bien été intégré, mais qu'il faut pas hésiter à répéter, à rabâcher, et encore une fois à répéter derrière quand tu lances le tournoi. L'arbitre il est là pour faire en sorte que l'événement se passe bien, et il y a aucune honte à l'appeler. Au contraire. Et Tout à c'est pas fait. parce qu'on met un gros joueur entre guillemets qu'on va se rappeler de toutes les règles exactement. Tout le monde Mm. peut se tromper, hein. Ça, Complètement. Ouais. Et en tant qu'organisateur, c'est quelque chose qu'il faut du coup prévoir un petit peu ce côté arbitrage. L'organisateur de l'événement, c'est pas forcément l'arbitre. Ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui fait partie de l'organisation mais qui n'a pas tout préparé en amont. Ça peut être parfois un autre joueur. S'il y a quelqu'un dans la communauté qui vraiment connaît mieux les règles que vous, prenez pas forcément le rôle d'arbitrage pour vous. Ça peut être OK avec l'accord de ce joueur, tu vois, de le solliciter pour confirmer un point de règle ou quoi, être la référence. L'arbitrage, il fait deux choses. Il est référent règle et puis il va résoudre les petits problèmes à la table. Ça peut être simplement, est-ce que cette figurine-là, elle est à couvert? Tu commences à sortir, à regarder un petit peu, tu te baisses sur la table, c'est pas clair. Tu sors même ton laser, tu vois, c'est chaud. Puis tu lèves la main, arbitre! Et là, du coup, l'arbitre, il vient, il check, et puis bon, il est neutre sur ta partie. Donc, sa réponse, voilà, il n'a pas besoin d'avoir un talent particulier. Il vient, il t'aide, et puis après, il repart. et je pense Mais, qu'il y a un point à préciser aussi, c'est l'arbitre, il est vraiment là pour aider, mais pour la ah ouais. fluidité du tournoi, s'il a décidé quelque chose, ben en fait, on suit sa décision. On peut revenir après le tournoi ou après la partie avec lui si on pense qu'il y a eu un petit problème. Mais pour le jour J, en fait, ça sert à rien d'argumenter avec l'arbitre. Vous pouvez exposer votre point de vue et une fois que la décision est tranchée, elle est tranchée et basta, ça reste un jeu. Ouais, c'est ça. Ça va arriver que l'arbitre se plante et vous dise un truc qui est pas juste, et bah tant pis, désolé.
on finit la partie comme ça, et puis après, vous pouvez toujours retourner le voir pour discuter. Sachant que pas- l'arbitre, c'est quelqu'un qui donne du temps. Enfin, tu vois, l'arbitre, il donne du temps, il joue pas, il est là juste pour aider les gens. Donc, faut pas oublier ça non plus. Et puis, faut pas oublier aussi que si jamais il y a un truc où on n'arrive pas à trouver de réponse, tu lances un dé rouge, et puis tu le joues comme ça. Hein. Ouais, faut avancer. Ouais, Mm. c'est ça. S'il y a un problème de règle, faut pas bloquer la partie. Effectivement, tu appelles l'arbitre, tu lances un dé, on avance, et après la partie, quand on a du temps, on regarde. Puis, comme tu l'as dit très bien, ça arrive à chaque tournoi que, en tant qu'arbitre, tu te plantes. Au même titre quand chaque joueur il va se planter 10 fois dans une partie sur une règle. L'arbitre a aussi le droit de se planter une fois, il faut pas lui en vouloir, c'est comme ça, c'est humain. Hein. Il y a aussi une certaine pression quand on t'appelle en tant qu'arbitre sur une table, notamment quand tu commences à être sur des niveaux assez élevés. Enfin, il faut faire gaffe, quoi. Voilà, faut faire gaffe. Hein. Voilà. Ouais, de toute façon, faut pas oublier qu'à la base, en fait, quelle que soit la taille de l'événement, on est en train de pousser des petits soldats en plastique sur une table. Et on est là pour s'amuser, donc faut pas trop se prendre la tête non plus, même si on peut avoir un certain niveau compétitif et avoir envie de gagner, quoi. On est là pour prendre du temps, enfin du bon temps ensemble. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe quand on finit le tournoi? Moi, j'aime bien finir par un petit discours. On égrène le classement, on distribue les lots. Euh, on rappelle les personnes qui ont participé à l'événement en tant qu'orga, en tant que bénévole, les petites mains. C'est important d'en parler aussi pour montrer que t'es pas juste venu pousser des figues. Il y a plein de personnes qui se sont fait chier pendant tout le week-end ou toute la journée pour faire sorte que tu as un événement qui soit chouette. Et c'est vachement important de le rappeler, je pense. Et quand on est joueur, honnêtement, je trouve ça super important d'aller dire merci aux orgas. C'est tout con, mais quand t'es orga, ça fait vraiment plaisir quand à la fin d'un week-end, les joueurs viennent te dire merci, j'ai passé du bon moment et tout. Enfin, c'est vraiment sympa ça. Ah C'est ouais, ça. ouais. Les Chai, sa femme et ses 2 enfants sont très heureux quand vous leur dites merci. Et ouais, je te dis, nous, on a voulu faire Star Wars des Jeux un jeune gentleman, donc faut garder ça, quoi. Faut garder ça. Donc après, il y a des petits détails techniques. Donc par exemple, ça va être la publication des résultats sur T3 si vous utilisez T3. Donc pour que les gens puissent voir un petit peu le classement. Et il y a quelque chose qui peut être mis en place aussi sur T3. C'est un petit retour sur le tournoi. Ça permet d'avoir un petit peu l'avis des joueurs sur soit la salle au niveau technique, les tables, comment était la nourriture, ainsi de suite. Et il faut pas hésiter à demander des retours sur la façon dont s'est passée la journée. Ça vous permettra de voir quel point, enfin qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'il faut continuer à faire, et quels points peuvent être à améliorer après. Très C'est ça, important, et puis... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Eh ben, moi, j'aime bien, pareil, faire un petit message de remerciement sur les réseaux sociaux, remettre quelques photos, enfin, histoire de faire vivre le tournoi un peu plus longtemps. Et puis, les joueurs aiment bien parce que assez souvent, ça continue à discuter sur le Discord notamment. Souvent, ça s'envoie des fions, mais c'est ça qui est bon aussi. Et je pense que ça fait partie du fait qu'on ait une communauté saine et qu'on prend plaisir à revenir après quelques heures, après quelques jours sur un tournoi et se rappeler des moments et puis dire toi t'es vraiment un connard, parce qu'en fait c'est une façon aussi de dire qu'on apprécie les autres, quoi. Si je peux le dire comme ça. Et puis ça donne envie de se venger et de se retrouver au prochain Mais tournoi pour ça crée un montrer mais truc. qui est le meilleur. Ça crée un truc, en fait, c'est tout ce qui est l'animation de communauté, quoi. C'est un truc qui est vital quand tu joues à un jeu de figurines, surtout au monde des réseaux sociaux. T'as la notion de communauté, on se retrouve, on partage un hobby, on partage du temps, des plaisirs. Et c'est important que les orgas aussi, dans leur rôle d'animateur de communauté quelque part, permettent à la communauté dans un environnement qui est sympa, rigolo, au second degré, bon, qui peut être sérieux aussi, mais dans lequel on crée des choses, on crée des liens. Hein. D'ailleurs, j'ai vu des tournois où en fait, donc on disait que la première ronde, généralement, c'était aléatoire avec la ronde suisse. Et j'ai vu des tournois où on pouvait lancer des défis à certains joueurs, en fait. Ouais, Où tout à on fait. pouvait dire, toi, je veux jouer contre toi pour la première ronde. Enfin, c'est un petit côté marrant de se lancer des défis comme ça avant le tournoi et de les régler à la table amicalement. Oui, complètement. Moi, je fais un autre truc aussi, c'est que je fais des mini-jeux pendant le tournoi, je te demande de lancer un dé, je l'ai piqué à à l'autre orga, hein, j'ai rien inventé, mais en gros, je passe aux tables, je te demande de lancer un dé, suivant ce que tu fais, tu gagnes un petit truc, une petite carte, un truc, un machin, un bidule, quoi. Il peut y avoir des défis aussi. Je sais qu'il y a des jeux qui mettent en place des défis. Par exemple, on pourrait dire, par exemple, le premier véhicule détruit. La Ouais, personne, dès qu'on a détruit un véhicule, on peut lever la main. Et si on est le premier, on va gagner un petit lot, en fait. On peut faire plein de petits trucs comme ça qui vont animer le tournoi au fur et à mesure. ça, c'est Cupcake qui fait beaucoup ça à Montpellier, là, dans son coin.
Il y a des tableaux de chasse où si t'as Obi-Wan qui arrive à battre Dark Vador, tu gagnes tel truc. Enfin, tu vois, des trucs fluff qui sont aussi très très sympas à faire. Mais tout ça, pour résumer, en fait, il n'y a pas une façon d'organiser un tournoi, que ce soit au niveau de la taille, du thème, de la durée, enfin, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez tant que vous avez envie de réunir des gens. Et c'est ça qui est plutôt sympa, c'est de réunir des gens, rencontrer des personnes qu'on connaît pas et pouvoir jouer ensemble autour d'une table en poussant des petits soldats. Complètement. ça. Moi, je vais dire un truc qui est vachement. Enfin, c'est incarné, hein, de toute façon, quand tu organises un tournoi, tu mets une partie de toi parce que ça te prend quand même un peu de temps. Pour ceux qui veulent organiser des événements assez gros, notamment ceux qui veulent reprendre la suite du CF ou qui veulent faire des gros événements, il y a un truc qui est ultra important quand tu commences à faire un événement qui prend du volume, plus de 60 joueurs, je pense. À partir de 60 joueurs, ça devient important. C'est toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C. À tous les niveaux de la conception, en fait, tous les points qu'on a vus aujourd'hui, il te faut des plans A, des plans B, des plans C. Et moi, j'ai un truc en plus qui s'appelle le Joker. Enfin, bon, voilà. C'est un peu la garde prétorienne ou la, tu vois, les soldats d'élite de Napoléon. C'est des mecs ou une ou plusieurs personnes à qui tu demandes jamais rien. Mais si jamais t'as une couille, quoi qu'il se passe, tu sais que c'est des personnes sur qui tu peux compter et qui te dépanneront si t'as un problème. Et c'est, je peux pas moi imaginer organiser un gros événement si t'as pas accès à des personnes comme ça autour de toi, une ou plusieurs encore une fois, hein, qui peu importe ce que tu vas leur demander, tu vois, quand t'es vraiment dans la merde, et ben tu sais qu'ils sont capables de tout arrêter et puis t'aider à te sortir de la merde. Et voilà, c'est un petit truc qui est un peu con, mais quand tu organises un événement, la bouffe, t'as toujours un plan A, un plan B, un plan C si jamais on te plante ou que enfin voilà, te contente pas de trouver juste une boulangerie, essaye d'en trouver 3-4, regarde ce qu'ils font, et ça te permet d'avoir un événement qui est efficient, tu vois. Sur tes fournisseurs, sur comment tu fais bosser les bénévoles que tu as avec toi, tu vois, redonde tout, enfin essaie de faire des trucs en double, en triple, des issues de secours, si jamais il y a ça qui marche pas et t'as prévu ça. Tu vois, dis-toi à chaque fois, à chaque événement, à chaque élément de ton tournoi, qu'est-ce qui peut merder et qu'est-ce que je peux faire pour que ça merde pas, quoi. Et ça passe forcément par des personnes de confiance et ça passe aussi par de l'organisation et de la résilience, quoi. Voilà. De toute façon, un max, plus les choses seront préparées avant, quelle que soit la taille de tournoi, et plus le jour même ça roulera de façon classique, ça roulera sans problème. Et de toute façon, il y aura toujours un accro ou un petit problème le jour J, c'est sûr. Mais par contre, si vous êtes bien préparé en amont, en fait, bah, vous saurez comment vous débrouiller face à ça. C'est ça. Et en même temps, faut pas se laisser abattre en se disant oh, j'ai qu'un seul plan, ça pourra pas marcher. Toto, il a dit il en faut 3. Toto, il a dit il en faut 3 quand il y a 60 plus personnes. Si vous commencez juste sur vos premiers événements, vous pouvez y aller tranquille. Les premiers événements, ça commence toujours de la même façon. C'est la bonne volonté, un petit peu de temps et communiquer avec les autres autour de vous. Choper le contact de quelqu'un qui a déjà organisé quelque chose. Comme disait Journeyman un peu plus tôt, les gens sont heureux de vous aider si vous organisez des choses. Donc voilà, faut pas hésiter, faut communiquer, s'entourer de gens comme disait Toto, et puis ça commence comme ça quoi. À partir de là, vous avez un Et événement, Jean, puis un ouais. deuxième, puis un troisième. Et les joueurs sont super compréhensifs, surtout Ouais, pour les petits événements. Même si vous avez un petit problème, quoi que ce soit, les joueurs seront là pour vous aider, ils seront compréhensifs, il y aura vraiment aucun problème. N'hésitez pas à vous lancer, lancez-vous pour un premier tournoi, que ce soit 4, 8, 16 joueurs, peu importe, essayez, vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. C'est le premier le plus dur, hein. Après ça roule, enfin ça roule vraiment, quoi. ouais, c'est ça, clairement. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ou est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour du sujet? Non, mais vous avez énormément de support dans la communauté si vous voulez vous lancer. Si vous faites déjà des tournois et que vous manquez de visibilité et que vous savez pas qu'il y a un Discord ou quoi ou qu'est-ce ou j'en sais rien, mais venez sur le Discord, posez vos questions. On est extrêmement nombreux à avoir un avis pertinent sur l'organisation de tournois, peu importe leur taille. Parce qu'en effet, tu traites pas un tournoi, et je rejoins ce que disait Vlad là il y a quelques instants, on a donné des infos sur tout un tas de types d'événements différents. Un événement narratif, un petit événement de quartier, un événement à la cool, un gros événement, un très gros événement. Tout ça, c'est des choses qui se traitent très différemment et qui demandent une organisation qui est différente. Et il y a pour chacun de ces types d'événements des gens qui l'ont déjà organisé et qui ont déjà plein de choses à vous dire sur ça. Ouais, c'est moins maintenant, mais
il y a quelques temps, c'était très courant que j'ai des personnes au téléphone et que je prenne le temps de présenter comment ça marche Star Wars Légion, en termes de tournoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui en fait, hein, quelque part. Et vous avez un nombre maintenant très conséquent d'orgas qui sont là pour vous aider. Si vous souhaitez vous lancer, foncez, c'est vraiment génial. Ou en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et si vous faites déjà des événements et que vous avez envie de faire des trucs un peu différents, franchement, ne vous mettez aucune barrière à aucun niveau parce que tout est cool. On avait beaucoup de doutes sur les événements narratifs. Les Chey a montré qu'ils pouvaient en faire et qu'il y avait beaucoup de monde qui venait. Donc c'est pareil, n'ayez pas peur de faire ça. Il y a des choses qui sont plus compliquées, les tournois cross-jeux avec des trucs un peu imbriqués de mission en mission sur les différents jeux. Mais il y a plein de trucs à faire, donc aucun tabou, rien du tout, foncez, éclatez-vous et voilà, encore une fois, ne vous mettez pas des freins pour rien parce qu'en fait tout est cool et on est là pour s'éclater quoi. Voilà. C'est ça. Et puis on a hâte de venir à tous les événements que vous allez organiser derrière, quoi. Parce que c'est ça On aussi, hein, reviendra, ouais. on apporte tous nos petites idées différentes, nos priorités. Encore une fois, chaque événement a la couleur un petit peu des gens qui participent à l'orga, quoi. Il y a un thème, un feeling un petit peu sur chaque événement. On a hâte d'en découvrir de nouveaux. Chacun a des bonnes idées. Qu'est-ce que vous allez trouver, quoi. C'est un peu ça, hein. Complètement. Eh ben, merci pour votre participation. Tu vois, on a parlé du timing, on est vraiment dedans. On avait dit qu'on ferait un podcast d'à peu près 1 heure. On est vraiment dans les marques, aucun problème. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous d'avoir écouté aussi. J'espère qu'on aura pu Merci beaucoup. répondre à un maximum de vos questions. Et encore une fois, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter d'autres personnes sur le Discord. On sera là pour vous répondre avec plaisir. Et suivez Merci le pour... podcast qui s'appelle On va rebondir sur, c'est du lourd. Ça va être le podcast parallèle. Eh ben, merci pour tout et à bientôt. Salut. Bye bye. Salut.